Si comme toute l'Europe occidentale, l'Hispanie romaine a subi de plein fouet les invasions barbares, le passage des Vandales et l'installation des Suèves puis des Visigoths n'ont pas causé de véritables ruptures avec le passé romain. Ces envahisseurs, qui respectaient profondément la culture, la langue et les institutions de l'Empire, ont fait perdurer le monde romain pendant plusieurs siècles. Si bien que le royaume des Visigoths a longtemps été considéré comme le plus brillant des royaumes barbares. À la conquête de l'histoire. Intégrée au monde romain depuis le début du IIe siècle avant Jésus-Christ, la péninsule obtient une identité politique lors de la réforme de Dioclétien en 297, qui rassemble les provinces de Bétique, Lusitanie, Carthaginaise, Galice et Tarraconaise, en Diocésis Hispaniarium. Le vicarius, qui dirige la région depuis Mérida, a pour principale fonction de collecter l'impôt, mais fait également office de juge. Le christianisme, lentement répandu dans la péninsule à partir du IIe siècle, s'est implanté dans les circonscriptions territoriales existantes, et les capitales des provinces deviennent rapidement des centres religieux. L'Hispanie, désormais érigée en diocèse, n'est plus la province brillante qu'elle a pu être lors des 2 premiers siècles après Jésus-Christ. Les troubles et les crises qui ont frappé la péninsule à partir du IIIe siècle et qui ont débuté par une invasion des Maures d'Afrique du Nord en 171-178 ont abouti à une quasi-autarcie de l'Hispanie. Les oligarchies locales, bien qu'elles gouvernent toujours au nom de l'empereur, acquièrent donc progressivement une certaine indépendance. L'armée romaine, qui est occupée le long du Limes, ou bien impliquée dans les différentes guerres civiles qui secouent l'Empire, délègue une bonne partie de ses fonctions aux milices locales. Les membres de la haute administration civile, militaire et ecclésiastique perpétuent dans les villes la tradition romaine, tandis que les curiales, c'est-à-dire les membres des oligarchies urbaines qui dominent la curie locale, se voient de plus en plus astreints à de lourdes charges administratives, ce qui cause un certain exode urbain. Ces potentioles, ou puissants, choisissent alors de résider dans leurs villas, ensemble de terres, de bâtiments agricoles et parfois d'églises particulières. Ces terres, autrefois travaillées par des esclaves, le furent de plus en plus par des paysans libres et des colons qui échangeaient une partie de la récolte contre le droit d'exploiter un lopin de terre. Dans les régions du nord et de l'ouest, ces villas ornées de mosaïques constituent dès la fin du IVe siècle de véritables entités autarciques dont la main-d'œuvre libre et servile peut servir d'armée privée en cas de nécessité. La paix relative dont semble jouir la péninsule ibérique au IVe siècle est interrompue en 407, lors du soulèvement en Grande-Bretagne de l'usurpateur Flavius Constantin, qui entraîne dans son sillage la Gaule et l'Espagne l'année suivante. La guerre civile qui fait de nouveau rage entre les différentes factions qui veulent s'approprier le trône impérial affaiblit largement les forces romaines, qui ne peuvent empêcher les Vandales, les Suèves et les Alains de franchir les Pyrénées occidentales et d'envahir les régions septentrionales d'Hispanie, mettant fin à 5 siècles d'appartenance exclusive au monde romain. L'irruption des peuples barbares, des Germains comme les Vandales et les Suèves, mais aussi des Asiatiques comme les Alains, coïncide avec une grande épidémie de peste et ouvre une période de crise de plus d'1 siècle et demi qui ne prendra fin qu'une fois les Visigoths maîtres de l'ensemble de l'Espagne. Les 2 années qui suivent l'arrivée des barbares en Hispanie sont décrites comme des années de guerre, de massacres, de peste et d'épidémies, de famine et de spoliation, dont ont surtout à souffrir les régions peu urbanisées du nord et de l'ouest de la péninsule. Vers 411, les envahisseurs arrivent à un accord entre eux et délimitent des zones d'influence et d'exploitation. Les Vandales Hasdingues et les Suèves s'établissent en Galice, les Alains en Lusitanie et à l'ouest de la Carthaginaise, et les Vandales Silingues dans la Bétique, tandis que la Tarraconaise reste sous contrôle romain. De nouveaux venus ne vont cependant pas tarder à faire leur apparition. En 412, 2 ans après avoir pillé Rome, les Visigoths du roi Ataulf pénètrent en Gaule et fondent le royaume de Toulouse. Ces Germains, originaires de Scandinavie, se sont installés à l'embouchure de la Vistule au IIe siècle.
puis au début du siècle suivant arrivent sur les bords de la mer Noire, où ils reçoivent en 332 le statut de fédérati, avant de franchir le Danube en 376 sous la pression des Huns. Installés en Thrace, les Germains se rebellent contre les Romains qu'ils écrasent à Andrinople en 378, avant de se consacrer au pillage d'abord de l'Illyrie, puis de l'Italie, avant d'arriver en Gaule. Convertis au christianisme en 340, ils se séparent des barbares païens, mais ils adoptent par la suite l'arianisme, condamné par le concile de Nicée. Ils sont donc vus comme hérétiques par les Romains, qui les considèrent alors comme les barbares par excellence, bien qu'ils aient été largement civilisés au fil des siècles passés au contact de Rome. Après la mort du roi Ataulf en 415, son successeur, Valia, est chargé par les Romains de combattre les barbares en Hispanie. Les Visigoths font des ravages, et en quelques années, les Alains et les Vandales silingues sont rayés de la carte. Les Visigoths s'écartent ensuite momentanément des affaires ibériques suite à leur attribution par les Romains de l'Aquitaine. En 419, une guerre entre les Vandales hasdingues et les Suèves entraîne une intervention romaine en faveur de ces derniers. Les Vandales, repoussés vers le sud, s'installent dans la partie de la Bétique et de la Carthaginaise, à laquelle ils laisseront leur nom, l'Andalousie. Par la suite, les Vandales s'emparent et pillent les Baléares, puis prennent Séville, avant de finalement prendre la décision de traverser la Méditerranée en 429. Ce sont 80 000 Germains qui s'installent alors au nord de l'Afrique pour y fonder leur royaume. Finalement, 20 ans après avoir franchi les Pyrénées, les seuls barbares qui demeurent dans la péninsule sont les Suèves, installés au nord-ouest, entre le Minho et le Duero. Le reste de l'Hispanie est de nouveau sous domination romaine. Intéressons-nous un peu plus en détail aux Suèves, ce peuple germanique méconnu. Les Suèves, installés en Galice, sont peu nombreux, entre 30 000 et 40 000, et ils contrôlent essentiellement les régions de Braga et Porto, tandis que le reste des provinces est toujours sous contrôle de l'aristocratie galaïco-romaine. Il y a peu de sources sur les rapports entre les Suèves et les autochtones, mais il semblerait qu'elles aient été plutôt pacifiques dans un premier temps, car les deux peuples avaient besoin de faire front commun contre les Vandales installés plus au sud. Dès leur départ, les Suèves entreprennent des expéditions de pillage dans le sud de la Galice. Mérida est conquise en 440, puis Séville l'année suivante, et une grande partie des provinces occidentales tombent sous la domination suève, malgré les expéditions romaines pour leur barrer la route. Le roi wisigoth Théodoric II, installé à Toulouse, organise une expédition de mise au pas des Suèves, qu'il écrase à la bataille de la rivière Obrigo en 456. Il fait exécuter leur roi, puis repart pour l'Aquitaine, sans oublier de piller et dévaster les régions d'Astorga et de Palencia sur son passage. Au cours de la première moitié du 5e siècle, les Suèves fusionnent rapidement avec la population autochtone, qui s'identifie aux nouveaux venus. L'absence d'urbanisation romaine dans la plus grande partie de la province et la faiblesse d'une économie largement dépendante de la cueillette et d'une agriculture extensive peuvent expliquer la faible résistance des populations locales, encore peu sédentarisées. Par ailleurs, les expéditions de pillage organisées par les Suèves par la suite apportent aux Galiciens des ressources supplémentaires qui favorisent l'acceptation des Germains. On l'a vu, les Visigoths de Théodoric II, pour le moment installés à Toulouse, font des incursions régulières de l'autre côté des Pyrénées, soit à la demande des Romains, soit de leurs propres chefs. Au lendemain de la chute définitive de l'Empire romain en 476, Euric, successeur de Théodoric, envahit la Tarraconaise et la place sous l'autorité des Visigoths. Hormis venant de l'aristocratie locale, il n'y a guère d'opposition de la population. Le roi continue de résider à Toulouse et les Visigoths, qui s'établissent en Hispanie, reçoivent des terres appartenant au fisc ou confisquées aux grandes familles qui s'opposaient aux nouveaux venus. Le pouvoir exercé par les Germains n'exclut pas les oligarchies locales, ce qui favorise leur acceptation par la population hispano-romaine. Sous le règne d'Alaric II, c'est à leurs puissants voisins du nord que les Visigoths font face, les Francs de Clovis. Nouvellement converti au catholicisme, Clovis bénéficie de la sympathie du clergé, et ses succès militaires contre les Visigoths poussent une partie de ces derniers à émigrer de l'autre côté des Pyrénées, principalement dans le nord de la péninsule. Petit à petit, le centre de gravité du pouvoir se déplace de la côte méditerranéenne vers Tolède, au centre de l'Hispanie. 507 sera une année décisive pour les deux peuples germaniques,
mais aussi pour l'avenir de l'Europe occidentale. Au début du VIe siècle, l'Europe est en pleine mutation. Les Francs, menés par le roi Clovis, cherchent à agrandir leur territoire et à consolider leur pouvoir en Gaule. Leur principal obstacle, les Wisigoths, sous le commandement du roi Alaric II, qui règne sur une vaste région allant de la Gaule méridionale à la péninsule ibérique. Au printemps 507, Clovis et son aîné Thierry rassemblent une puissante armée. Leur objectif est clair, franchir la Loire et marcher vers Poitiers, au cœur du royaume wisigoth. Alaric II, conscient de la menace, mobilise ses troupes et avance vers le nord pour tenter de stopper l'invasion. Cependant, il fait face à un problème majeur. Une partie de son armée est absente, engagée dans la défense de la péninsule ibérique contre les Romains d'Orient. De plus, ses alliés ostrogoths, dirigés par Théodoric, ne se joignent pas à lui, laissant Alaric dans l'incertitude. Malgré ces difficultés, Alaric n'a d'autre choix que de se résoudre à affronter Clovis. Les deux armées se rencontrent dans la vaste plaine de Vouillers, près de Poitiers. À l'aube du jour décisif, les Wisigoths lancent l'attaque. Leur cavalerie, habituée aux charges successives, tente de percer les lignes franques. Mais les Francs, fidèles à leur réputation de guerriers robustes, dressent un mur de francisques, ces redoutables haches de jet qui font des ravages dans les rangs ennemis. Le combat devient rapidement un terrible corps à corps, où chaque côté lutte avec acharnement pour prendre l'avantage. C'est alors que se produit l'un des moments les plus marquants de la bataille. Clovis, un roi reconnu pour son courage sur le champ de bataille, aurait personnellement affronté Alaric II. Selon certaines chroniques, Clovis lui-même aurait tué le roi wisigoth, fonçant sur lui avec audace dès les premiers instants de la mêlée. Bien que l'histoire puisse embellir ce moment, il correspond à l'image que les contemporains avaient de Clovis, un chef redoutable et intrépide à l'image de son père. La mort d'Alaric provoque un tournant décisif. Déstabilisés par la perte de leur roi, les Wisigoths commencent à se désorganiser. Mais c'est l'intervention de la cavalerie taïfale, une unité d'élite franque, qui scelle véritablement le sort de la bataille. Elle charge avec une telle force qu'elle brise les rangs de la cavalerie wisigothe, précipitant la déroute. Comme lors de la bataille de Tolbiac contre les Alamans, la mort du roi ennemi entraîne la fuite générale. Les Wisigoths se replient en direction du sud, emportant avec eux Amalaric, l'héritier du trône. Lorsque la bataille s'achève en milieu de matinée, Clovis est victorieux. Cette victoire ouvre pour lui la voie vers le sud. Désormais, rien ne peut l'empêcher de poursuivre sa conquête des terres wisigothes. Il s'empare de Bordeaux, et l'année suivante, en 508, il prend Toulouse, la capitale des Wisigoths. Bien que la Narbonnaise lui échappe temporairement, récupérée plus tard par les Ostrogoths, Clovis assure sa domination sur la Gascogne, sur l'Aquitaine et même sur l'Auvergne, consolidant ainsi son emprise sur la Gaule. Cette victoire est plus qu'une victoire militaire. Elle a des conséquences durables pour le royaume des Francs. Clovis commence à établir ce qui deviendra les frontières méridionales de la France. Les Mérovingiens, puis les Carolingiens et les Capétiens hériteront de ces territoires stratégiques. Et dès 508, Clovis déménage sa capitale à Paris, abandonnant Tournai trop excentré par rapport à ses nouvelles conquêtes. Ainsi, la bataille de Vouillers n'est pas seulement une victoire militaire. Elle marque la naissance d'une nouvelle puissance en Europe de l'Ouest, celle des Francs, et le début de la formation des frontières de la future France. Cette défaite face aux Francs est souvent considérée comme l'acte de naissance du royaume des Wisigoths d'Espagne. Mais si les Wisigoths n'exercent désormais plus le pouvoir que sur la péninsule ibérique et la Septimanie, ils sont placés pendant plusieurs décennies sous la tutelle des Ostrogoths du roi Théodoric II, qui dirige l'Italie. Les conflits qui opposent les Ostrogoths aux Byzantins les poussent petit à petit à se détacher des affaires ibériques. Et en 549, c'est un noble issu de la fusion de l'aristocratie wisigothique et de l'oligarchie hispano-romaine, Aguila, qui est élu roi à Mérida. Aguila initia une politique de soumission envers les villes autonomes de la Bétique, dont l'indépendance avait été renforcée par les troubles récents. En 551, Athanagild, un autre noble wisigoth, se rebelle à Séville. Profitant de cette dissension, Justinien, l'empereur de Byzance, envoie une armée impériale en Espagne, permettant aux Byzantins d'occuper la côte sud-est de la péninsule, de Dénia à Cadix,
jusqu'en 624, ce qui leur assura le contrôle du détroit de Gibraltar. La menace byzantine conduit à l'assassinat d'Aguila par les Wisigoths de son propre camp, qui choisirent de soutenir Athanagild. Ce dernier, une fois au pouvoir, adopte une politique centralisatrice. Il abandonne Mérida, qui avait soutenu Aguila, et se détourne des grandes villes de la Bétique qui refusaient de se soumettre, choisissant Tolède comme nouvelle capitale du royaume. Après plusieurs tentatives infructueuses pour déloger les Byzantins de Carthagène et de Malaga, il cherche à établir des alliances avec les Francs, en mariant ses filles, Brunehaut et Glaswint, au roi Sigebert d'Austrasie et Chilpéric de Neustrie. À sa mort en 567, Athanagild laisse derrière lui un royaume sans héritier mâle. 5 mois plus tard, l'aristocratie wisigothique de Septimanie élit le duc Liuva comme roi. Mais cette élection suscite le mécontentement des Tolédans, qui soutiennent la veuve d'Athanagild, Glaswint. Un compromis est atteint. Liuva associe à son règne son frère, Léovigild, qui épouse Glaswint, pour légitimiter son autorité. Liuva régna principalement sur les territoires septentrionaux, mais il est jusqu'à sa mort en 573 associé au pouvoir en Hispanie. L'accession de Léovigild au trône marque une étape cruciale dans l'histoire des Wisigoths en Ibérie, signalant la fin d'une longue période d'installation. Bien établis, ils ont occupé progressivement les espaces laissés vacants par les administrateurs romains et des zones peu peuplées. En collaborant avec les catholiques et en préservant l'infrastructure romaine, les Wisigoths vont maintenant dominer l'histoire de la péninsule ibérique pendant 1 siècle et demi. Très peu d'écrits sur les premières années du royaume wisigoth nous sont parvenus. On doit bien souvent se contenter de la chronique de l'évêque Jean de Biclar pour la partie la plus ancienne, de l'Historia Francorum de Grégoire de Tours, de l'Historia Gothorum d'Isidore de Séville, de la chronique de Frédégère, ou bien de la chronique mozarabe. Souvent rédigés par des hommes d'église, ces textes ont tendance à présenter les envahisseurs goths comme des hommes cruels, des assassins qui se querellent sans cesse pour le pouvoir. Tout ceci afin de mieux exalter le rôle pacificateur et civilisateur des représentants de la tradition et de la culture romaine que sont les évêques. L'Espagne wisigothique est donc souvent présentée comme un espace ayant vu coexister de manière pacifique ou non des peuples germaniques dominants, en dépit de leur infériorité numérique, et des hispano-romains dominés. Les auteurs mettant tantôt l'accent sur la germanisation de la péninsule, ou bien sur l'absorption des vainqueurs par les vaincus. Si cette vision séparant une aristocratie dirigeante germanique du peuple hispano-romain a sans doute été vraie dans les premières décennies suivant l'arrivée des Wisigoths en Espagne, avec par exemple une loi du roi Léovigild interdisant les mariages entre Goths et hispano-romains pour éviter une disparition du peuple germanique. La fusion des deux aristocraties s'opère probablement dans le courant du VIe siècle. De ce fait, les luttes de pouvoir qui caractérisent les 7e et début du 8e siècle mettent aux prises des factions de cette aristocratie hispano-wisigothique, et non pas des groupes raciaux fondamentalement distincts. Cependant, l'absence de fouilles dans les cimetières nous empêche de procéder à des études ADN et donc d'en savoir plus sur les caractéristiques anthropologiques des habitants de la péninsule ibérique des 6e et 7e siècles. Du point de vue de l'unité territoriale, elle est le fruit du travail de Léovigild. Dès son accession au trône en 569, il entreprend l'unification territoriale et religieuse de la péninsule ibérique. Son fils, Récared, poursuit et achève l'entreprise de son père. Initialement, la région était loin d'être homogène. Au sud, les Byzantins, qui occupaient une longue bande côtière et dominaient Carthagène et Malaga, constituaient un danger permanent, puisque chaque faction ou ville révoltée pouvait les appeler à l'aide. Dès 570, Léovigild attaque et dévaste la région de Malaga, puis l'année suivante, c'est la place forte de Medina Sidonia qui est prise. La révolte à Séville d'Herménégilde, fils aîné du roi qui s'est converti au catholicisme à partir de 580, entraîne la mise au pas de la région. Herménégilde sera exécuté par son père, puis plus tard canonisé par l'Église catholique. Au nord, où Vascons et Cantabres avaient progressivement occupé les piémonts des Pyrénées et la cordillère cantabrique, Léovigild mena une série d'opérations qui permirent l'annexion de la Cantabrie en 574, puis de la région entre le Léon et la Galice, ce qui repousse d'autant les Vascons. De leur côté, les Suèves sont obligés en 576 de demander la paix,
et de signer un traité d'alliance avec Léovigilde, qui finit par annexer en 585 l'ensemble du royaume suève. Léovigilde, en plus de rassembler sous son autorité les provinces et territoires qui avaient appartenu à l'Hispanie romaine, fixe la capitale du royaume à Tolède. C'est également le premier roi des Wisigoths à avoir adopté les régalias impériales, comme symbole de pouvoir, la couronne, le sceptre et le trône. L'unification du royaume ne pouvait cependant pas être complète sans unité religieuse, condition préalable à l'unité du corps politique et social. L'arrivée des Wisigoths dans l'ancien diocèse d'Espagne n'avait pas entraîné de transformation administrative brusque, et le lent mouvement d'autonomie des oligarchies locales s'était poursuivi. Alors que les membres de la haute administration romaine disparaissaient ou s'enracinaient localement, et que les anciennes curiales s'appauvrissaient, les évêques, qui jouissaient d'un vaste pouvoir juridictionnel depuis le début du IVe siècle, avaient progressivement assumé une grande partie des fonctions civiles autrefois exercées par les administrateurs romains. Les évêques hispaniques du VIe siècle se caractérisèrent en outre par les liens qu'ils entretenaient avec l'Orient. Les évêques Paul et Fidélis de Mérida étaient grecs. La famille d'Isidore de Séville était probablement d'origine byzantine. L'évêque Jean de Biclar, originaire de la péninsule, a étudié 17 ans à Constantinople avant de retourner en Lusitanie. L'Église d'Espagne entretenait par ailleurs des relations suivies avec l'Afrique du Nord, alors l'un des cœurs battants du christianisme. Les destructions et les persécutions des Vandales ariens, puis les dévastations des Berbères, poussèrent de nombreux clercs d'Afrique à chercher refuge dans la péninsule, où ils diffusèrent les œuvres de saint Augustin. Léovigilde, comme ses prédécesseurs, était arien. Il ne pouvait cependant unifier la péninsule et étendre son pouvoir sur les communautés urbaines et rurales sans passer par l'intermédiaire de ses grands administrateurs et juges qu'étaient les évêques catholiques, nettement plus nombreux et plus puissants que les évêques ariens. Le roi lança une offensive contre les catholiques à partir de 578 et tenta d'attirer les évêques vers l'arianisme. Certains se convertirent, comme Vincent de Saragosse, d'autres s'y refusèrent, comme Sévère de Malaga, Léandre de Séville ou Jean de Biclar. La politique anticatholique menée par Léovigilde contribua à faire croître le pouvoir des factions ariennes à la cour comme dans les villes, et détruisit l'équilibre antérieur. Elle ne fut cependant pas couronnée de succès. La conversion au catholicisme de son fils, le roi Récarède, en 587, un an après la mort de son père, mit fin à la tentative d'unification arienne entreprise 9 ans plus tôt par Léovigilde. 2 ans plus tard, en 589, un grand concile réunissait à Tolède, sous l'égide du roi et de l'évêque Léandre de Séville, les évêques. La croyance en la Trinité et en la consubstantialité du Fils y fut affirmée. Les Goths abjurèrent l'arianisme et les évêques convertis furent confirmés dans leurs évêchés. La conversion de Récarède au catholicisme, suivie de celle des Goths en 589, achevait l'unification de l'Hispanie sous le pouvoir des Wisigoths, dans la mesure où désormais gouvernants et gouvernés suivaient la même foi. S'il y eut quelques révoltes limitées de l'aristocratie arienne, cette dernière, sans le soutien royal, était condamnée à disparaître. Au cours du 7e siècle, la politique d'unification territoriale entreprise par Léovigilde et Récarède fut systématiquement poursuivie. Profitant des difficultés des Byzantins contre les Perses, les Wisigoths expulsent définitivement les Romains d'Orient de la frange côtière sud-est de la péninsule en 624. Dans le nord, nous l'avons vu, les Cantabres ont été conquis par Léovigilde. Ils ne s'intègrent jamais entièrement à l'Espagne wisigothique, même s'ils abandonnent leur langue et adoptent le christianisme. Les Vascons, en revanche, constituèrent un danger endémique pour le pouvoir central en dépit des missions de christianisation organisées contre eux par plusieurs souverains tout au long du 7e siècle. De l'autre côté des Pyrénées, la Narbonnaise, ou Septimanie, avait été attribuée aux Wisigoths lors de la division de l'héritage de Théodoric II, roi des Ostrogoths, entre ses petits-fils, Amalaric et Athalaric. Cette région, incitée par les Burgondes et les Francs situés à sa frontière, se rebella à plusieurs reprises contre la volonté centralisatrice de Tolède, tout au long du 7e siècle. En achevant le programme d'unité religieuse voulu par Léovigilde, Récarède avait jeté les bases d'une alliance entre le pouvoir royal et le pouvoir ecclésiastique, pour aboutir à une théocratie, représentation terrestre de la cité de Dieu.
L'adoption du catholicisme par le roi n'avait pas pour seul résultat une uniformisation des croyances des gouvernants et des gouvernés. Catholique, le monarque devenait un roi et devait agir pieusement et modérément, et faire le bien. Récarède mourut en 601. Et au cours des 110 ans que dura encore le royaume des Wisigoths d'Espagne, 16 rois exercèrent le pouvoir, dont certains furent rapidement détrônés, probablement en raison de leur jeunesse et de leur inexpérience. D'autres, en revanche, furent associés au trône, et succédèrent à leur père sans opposition, alors que certains qui s'étaient souvent illustrés par leurs exploits militaires accédèrent au pouvoir par élection et acclamation, suivant la tradition impériale des IIIe et IVe siècles, tandis que d'autres prirent le pouvoir suite à un coup de force et cherchèrent ensuite une ratification par acclamation. L'une des premières manifestations de l'union entre le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique fut ainsi le maintien d'un système d'accession au pouvoir qui ne reposait pas sur le principe dynastique, mais donnait à l'Église, par l'onction, à partir de 633, le pouvoir de légitimation. L'idée de l'élection divine du souverain, qui s'était développée dans l'Empire à partir du IVe siècle, avait trouvé un terrain d'élection en Espagne. Si la rébellion contre le pouvoir y était qualifiée de tyrannie, en revanche, la réussite y apparut comme une manifestation de la volonté divine, que les évêques ne pouvaient qu'entériner. Le détenteur du pouvoir royal fut donc légitimé et sacralisé par l'intervention de l'Église. Comme à Constantinople, le roi, élu par les acclamations d'un sénat et du peuple, y était ensuite oint par l'évêque de Tolède au cours d'une cérémonie qui s'ouvrait par le serment du prince. Au pied de l'autel, revêtu des vêtements et des insignes royaux, il jurait de gouverner droitement son peuple, et la cérémonie s'achevait par le serment de fidélité du peuple au nouveau souverain. Légitimé par l'onction que lui conférait l'évêque de Tolède, et non en vertu du principe dynastique, le roi devenait le défenseur de la vraie foi. L'instauration d'un régime théocratique dans l'Espagne wisigothique fut progressive, et s'il est dû en grande partie aux élites ecclésiastiques, le concept de monarchie n'était pourtant pas inconnu des Wisigoths. Ils étaient gouvernés à l'origine par des juges et des rois, les premiers disposant d'un pouvoir plus étendu que les seconds. Les invasions des années 376-418 donnèrent la primauté au chef militaire unique et permanent, le roi. Mais la rédaction des codes de loi de Théodoric Ier, puis d'Euric et enfin d'Alaric II témoigne de l'importance que conservait chez les Wisigoths la fonction judiciaire. Au VIe et VIIe siècle, la fonction militaire caractérisa les rois, qui durent souvent leur trône à leur valeur martiale, héritage germanique par excellence. À partir de la conversion de Récarède, l'Église fournit au pouvoir wisigothique ses fondements intellectuels et juridiques hérités de Rome et de Constantinople, et largement inspirés des modèles bibliques. Pas moins de 14 conciles eurent lieu au 7e siècle, chacun visant à détailler le rôle du roi, mais aussi à déterminer qui pouvait accéder au pouvoir. Le candidat au trône doit être d'origine noble wisigothique, ce qui exclut de fait les Francs et les Burgondes. Et la succession royale se fait par désignation des grands du royaume et des évêques, système électif qui n'exclut ni la succession héréditaire ni le coup d'État. Les conciles qui rappellent l'obligation du roi d'agir bien et justement font également du souverain le protecteur de la foi catholique contre les hérétiques et les juifs. Les persécutions à l'encontre des juifs, dont témoignent de nombreux textes des conciles, entrent dans la logique d'un pouvoir théocratique, avec le roi endossant le rôle de défenseur de la vraie foi. À l'issue de ces conciles, plusieurs mesures visant à expurger ce qu'ils appellent la peste judaïque qui renaît sans cesse seront prises, avec notamment l'interdiction aux juifs des mariages mixtes, l'exercice des fonctions publiques, la création de nouvelles synagogues, la possession d'esclaves chrétiens et le prosélytisme. L'alliance entre la monarchie et l'Église confirma parallèlement celle-ci dans le rôle qu'elle avait progressivement assumé de substitut des administrateurs civils romains. Le royaume wisigoth d'Espagne paraît donc bien être une théocratie, dans laquelle les évêques gouvernent en compagnie du prince, dont ils légitiment le pouvoir et qui les maintient dans leurs fonctions. L'importance de la culture dans l'Espagne wisigothique est l'une des dernières manifestations de la culture antique. Les étymologies d'Isidore de Séville constituent ainsi une compilation encyclopédique du savoir antique tel qu'il fut ensuite transmis à l'Occident médiéval.
Le rôle politique des grands intellectuels de l'Espagne wisigothique fut prépondérant. Ainsi, les études constituèrent, comme à Byzance, l'un des moyens d'ascension sociale pour ceux qui n'étaient pas nés dans l'aristocratie. L'Église et l'administration publique offraient effectivement des possibilités à ceux qui connaissaient le droit et la théologie, ainsi que la rhétorique et la grammaire. Dans le domaine de l'éducation, comme dans celui de l'administration, les cadres ecclésiastiques avaient peu à peu remplacé les pouvoirs publics et laïques au cours des IVe et Ve siècles. Et les écoles paroissiales et épiscopales avaient pris la relève des écoles municipales. L'Église avait par ailleurs un intérêt immédiat au contrôle de l'enseignement afin de lutter contre les hérésies. « L'ignorance est la mère de toutes les erreurs », dira Isidore de Séville au 4e concile de Tolède en 633. Plus anciennes, les écoles épiscopales accueillaient les oblats, qui pouvaient choisir à l'âge de 18 ans de poursuivre leurs études et d'accéder à la prêtrise, ou bien de se marier. Souvent dotées de belles bibliothèques, les écoles épiscopales paraissaient avoir donné la priorité à l'enseignement des 7 arts libéraux, et en particulier de la musique. L'existence des écoles épiscopales contribua à renforcer le rôle des villes comme foyer culturel. La circulation des œuvres fut notable au cours du 7e siècle, et ceux qui voyageaient à Constantinople ou à Rome rapportaient des copies d'ouvrages que les scribes diffusaient ensuite dans l'ensemble de la péninsule. Le palais épiscopal de Tolède devint à son tour un foyer de culture. Il offrait aux enfants de l'aristocratie des deux sexes une éducation qui complétait les connaissances basiques avec des connaissances de médecine, de droit, de philosophie, de poème historique, la pratique de la chasse, ainsi que des activités sportives. En dehors des villes et des milieux de pouvoir, dans les régions rurales de l'ouest et du nord-ouest de la péninsule, un autre type de culture se développa autour des monastères. L'art fut également l'un des instruments de propagande et l'une des manifestations de la royauté wisigothique dans l'ensemble du territoire. L'architecture des églises s'inspira souvent des basiliques antérieures, non sans y ajouter des éléments spécifiques, une nouvelle conception de l'espace qu'il faut mettre en rapport avec la liturgie et l'importance de la musique. L'architecture domestique, pour sa part, reproduisait volontiers les modèles des villas antiques dont la décoration faisait toujours appel à la mosaïque. Si la simplicité caractérisa la sculpture et la céramique de l'époque wisigothique, celle-ci s'illustra dans l'orfèvrerie et utilisa systématiquement en architecture l'arc outrepassé que reprirent ensuite et diffusèrent les artistes musulmans. L'absence de rupture entre l'Espagne wisigothique et le monde antique, ainsi que le maintien de la péninsule ibérique dans des structures méditerranéennes traditionnelles, constituent donc les principales caractéristiques des 6e et 7e siècles hispaniques. Le processus d'implantation des Visigoths n'offrit aucun point de comparaison possible avec celui des peuplades germaniques en Europe septentrionale. Isidore de Séville, qui exaltait l'union entre l'excellence de la patrie hispanique et la virilité de la noblesse gothique, avait déjà pris soin de souligner l'ancienneté de cette dernière face à l'obscurité des origines des Francs. L'évolution sociale et économique de la péninsule, si elle permit la persistance du monde romain, offre malgré tout un certain nombre de particularités. Le concept de royauté élaboré par les rois et leurs conseillers ecclésiastiques depuis Récarède reposait sur la notion de vicariat au nom de Dieu. La première mission du roi est le bien-être spirituel et matériel du peuple. Rendre à la justice le maintien de la paix et la collecte des impôts pour s'en assurer fait donc partie des obligations du roi, comme la promulgation des lois et la défense de la foi. Le roi, cependant, ne gouvernait pas seul. L'assemblée des évêques du royaume, auquel se joignaient un certain nombre de grands laïcs, traitait successivement des problèmes religieux puis civils que lui soumettait le souverain. En dehors des conciles, qui n'étaient réunis que sur convocation royale, un groupe plus restreint de grands personnages laïcs et ecclésiastiques constituait une sorte de conseil royal. L'administration territoriale wisigothique fut calquée sur celle qui existait depuis le début du IVe siècle. Le pouvoir civil comme le pouvoir ecclésiastique conservèrent la division en 6 provinces, avec leur capitale, que gouvernaient conjointement un gouverneur et un évêque. La Bétique avec Séville et Cordoue, la Carthaginaise sous l'autorité de Tolède, la Lusitanie avec Mérida, la Galice avec Braga, la Tarraconaise administrée depuis Tarragone et la Septimanie depuis Narbonne, furent à leur tour divisées en circonscriptions plus réduites, les territoriats. Ces territoires s'étendaient généralement autour d'un centre urbain que gouvernait
un comites civitatis, dont les attributions étaient à la fois judiciaires, fiscales, administratives et militaires. Les chefs-lieux des territoires furent souvent érigés en évêchés, dont les titulaires assuraient également des fonctions judiciaires. Il semble que l'ancienne organisation municipale des curiales y ait disparu au profit d'un gouvernement des évêques et des comites, soutenu par les oligarchies locales. Dans les zones rurales, les documents révèlent l'existence aussi bien de gouverneurs locaux que d'assemblées des paysans libres, le conventus vicinorum. En dehors de l'exercice de la justice, les officiers de la couronne étaient chargés de la perception des impôts. Dans les grands domaines, cette tâche est confiée aux propriétaires, tandis que dans les villes, les évêques nommaient tous les 2 ans des numerari. Héritiers des structures romaines, les Visigoths maintinrent les impôts sur les personnes et sur les biens fonciers. Ils conservèrent également les droits de douane sur les marchandises étrangères et la taxe sur les fortunes des marchands. Les communautés juives, enfin, furent astreintes au paiement d'une taxe particulière, que continuèrent de payer dans un premier temps ceux qui s'étaient convertis. En 693, le roi Égica stipula que les convertis qui n'étaient pas retombés dans l'erreur en seraient désormais exemptés. La somme totale due au roi ne varia cependant pas, aggravant d'autant plus la pression fiscale sur les Juifs. La fonction militaire, nous l'avons vu, était l'un des attributs primordiaux des rois wisigothiques. L'implantation progressive des Wisigoths dans la péninsule ibérique avait d'ailleurs eu dès l'origine un caractère militaire, et les ducs, avec leurs soldats, furent les premiers à s'établir dans les villes. Léovigilde mit sur pied un système défensif permanent le long des frontières, au nord de la Septimanie face aux Francs, au sud et au sud-est face aux Byzantins, et enfin au sud de la cordillère cantabrique et des Pyrénées occidentales, une ligne de places fortes était reliée à une seconde ligne de villes fortifiées situées en retrait. En Septimanie, un désert stratégique devait empêcher les invasions franques, tandis qu'une série de fortifications défendait du côté oriental les passages des Pyrénées. Chacune des provinces du royaume posséda une armée provinciale, placée sous l'autorité du Dux Exercitus Provinciae, dont les attributions étaient purement militaires, mais qui pouvait exiger des comptes des villes le versement d'une partie des impôts et des grands propriétaires terriens l'envoi de troupes serviles. Après une révolte en Septimanie au milieu du 7e siècle, la couronne promulgua une loi qui mobilisait en cas de rébellion ou d'agression étrangère tous les hommes valides résidant à moins de 100 000, clercs et évêques inclus. Quelques années plus tard, le roi Hervige limita le service militaire et exigea que les propriétaires répondissent à l'appel des ducs ou des comtes en compagnie de 10% de leurs esclaves convenablement armés. Le duc n'avait à la fin du VIe siècle qu'une fonction militaire dans des provinces dont l'administration civile était confiée à un rector. Au milieu du 7e siècle, le duc devint prépondérant et sous le nom de Dux Provinciae, cumula ses anciennes fonctions militaires, celles des recteurs et celles des collecteurs des impôts. Le rôle du duc prend donc progressivement une importance grandissante. D'un point de vue social, la société hispano-romaine des 5e et 6e siècles était divisée en 3 catégories juridiques, les hommes libres, les affranchis et les esclaves. Cette division fut maintenue tant par l'Église que par les Wisigoths, qui ne connaissaient à l'origine que la division entre hommes libres et esclaves, ces derniers jouissant d'une condition plus proche de celle des colons romains. Affranchis et esclaves se caractérisaient à la fois par leur degré de dépendance vis-à-vis des hommes libres et par leur valeur en cas de crime. Les esclaves furent très nombreux dans l'Espagne wisigothique. Nés esclaves ou anciens colons passés sous la dépendance du propriétaire de leurs terres, paysans appauvris, enfants abandonnés, prisonniers de guerre ou condamnés par la justice, et tous les juifs du royaume à la suite de la loi d'Égica de 694. Mais si les esclaves ont en commun leurs conditions de dépendance, ils sont loin de constituer un groupe homogène. Quoique systématiquement méprisés, les esclaves rustiques, qui travaillaient la terre, pouvaient échapper au contrôle direct de leurs propriétaires et avoir un certain degré de liberté. Les esclaves domestiques, en revanche, ou ceux qui travaillaient comme ouvriers agricoles soumis à l'autorité et au bon vouloir de leur maître, constituèrent la majeure partie des esclaves fugitifs, si souvent mentionnés dans les textes de loi et dans les canons conciliaires. À l'autre extrême, une petite frange des esclaves du fisc, propriété de la couronne, occupa des fonctions de très haut rang dans le palais et l'administration du fisc. Dans l'ensemble,
ils jouissaient d'une série de privilèges, dont ceux de posséder à leur tour des esclaves, et divers biens, de ne pas être soumis à la torture et de pouvoir intenter un procès, qui leur garantissait des conditions de vie supérieures à celles de l'ensemble des esclaves. L'Église fut l'un des grands propriétaires d'esclaves, et la main-d'œuvre servile joua un rôle notable dans le développement des monastères. Et si la condition servile ne constituait pas un empêchement à l'admission dans le clergé, surtout dans le cas du clergé rural, les conciles du 7e siècle prirent le soin d'exiger que l'esclave fût affranchi avant de recevoir les ordres. Population au statut intermédiaire, les affranchis ne jouissaient pas de l'ensemble des droits propres aux hommes libres de naissance, et leur vie était estimée à la moitié de celle d'un homme libre. L'homme libre, selon le droit, était celui qui jouissait de la liberté personnelle, dont la vie était estimée au plus haut prix, et qui était doté d'une pleine capacité juridique. Face à la loi, les hommes libres, quelles que fussent leurs qualités, leur rang ou leur richesse, étaient tenus pour égaux, et l'unique privilège dont disposaient les nobles se référait à l'interdiction de la torture à leur encontre. De fait, si les catégories juridiques perduraient, et si les lois civiles et canons ecclésiastiques contribuaient à leur maintien, l'évolution sociale, qui avait débuté au IIe siècle, aboutit à une division toujours plus marquée entre deux catégories, les potentiores et les humiliores. Division fondée sur la richesse et le pouvoir. La faiblesse du pouvoir impérial et la disparition de la noblesse sénatoriale avaient permis le développement d'aristocraties locales, dotées d'une autonomie croissante. Si la fonction administrative caractérisait à l'origine la noblesse hispano-romaine, l'aristocratie visigothique était née de la fonction militaire. Le noble ou le prince était suivi d'un groupe de guerriers libres liés à lui par un serment, et possédait des terres, parfois une place forte, dont les habitants étaient ses dépendants. L'installation des Wisigoths dans le royaume de Toulouse avait cependant transformé un certain nombre de ces nobles en grands propriétaires fonciers, tandis que d'autres occupaient les hautes charges palatines. Le groupe des potentiores se caractérisa par sa richesse et par le nombre de ses dépendants, clients, affranchis ou esclaves. Les potentiores exerçaient par ailleurs un pouvoir politique et militaire, comme membres de la garde royale, ou bien comme ducs ou comtes, mais également d'un pouvoir religieux et par voie judiciaire, comme évêques et grands abbés. Le pouvoir de l'aristocratie fut encore renforcé par l'accaparement d'un certain nombre de droits et d'impôts, ainsi que par l'exercice privé de la justice. La noblesse fit et défit les rois, plaçant successivement sur le trône ses membres les plus puissants. Elle finit cependant par constituer une telle menace pour la monarchie que le roi Shisdawint, qui avait pourtant obtenu la couronne par la force en 642, procéda à une épuration de la noblesse qui se solda par la mort de 700 de ses membres et l'exil d'un nombre indéterminé d'entre eux. Cette purge sera l'une des causes de la faiblesse militaire future du royaume wisigoth, causée par la disparition de toute une partie de son élite guerrière. La concentration des richesses et du pouvoir entre les mains des potentiores eut pour corollaire une uniformisation de la vie et de la condition des humiliores. Des liens de dépendance personnelle unirent progressivement la majeure partie des paysans libres à des potentiores, qui en échange de leur protection pouvaient exiger des prestations, dont le service militaire. Les patrons dont la protection était recherchée pouvaient être des propriétaires terriens ou des fonctionnaires, dont on espérait des privilèges. La péninsule ibérique des 6e et 7e siècles entretint un commerce extérieur avec les côtes atlantiques de l'Europe, le sud et le centre des Gaules, l'Italie, le nord de l'Afrique jusqu'à l'invasion des Arabes et l'Orient méditerranéen, tandis que le commerce intérieur était favorisé par l'existence et l'entretien du réseau des voies romaines. Les pestes et les famines de la seconde moitié du 7e siècle frappèrent durement les villes, et les conditions des humiliores s'y dégrada également. L'évolution économique et sociale de la péninsule, comme l'évolution de ses structures politiques et administratives, alla dans le sens d'une simplification au cours du 7e siècle. Les anciennes catégories juridiques de la population laissèrent place à une société divisée en privilégiés et non privilégiés. Les potentiores avaient progressivement privatisé de grandes parcelles du pouvoir, depuis l'administration publique et le droit de lever des armées, jusqu'à celui de percevoir les impôts et de rendre la justice. Parallèlement, depuis le milieu du 7e siècle, deux grandes factions nobiliaires se disputaient le trône à Tolède. La lutte pour le pouvoir entre les divers clans nobiliaires de l'entourage royal et l'indépendance croissante des nobles et des provinces
souvent présentée comme l'une des causes de la chute de la monarchie visigothique, s'inscrivent également dans cette optique d'une dégradation de l'autorité centrale. La proto-féodalisation du royaume, caractérisée par le processus de regroupement au sein d'une même province ou d'un même territoire, au cours du 7e siècle de tous les pouvoirs entre les mains d'un groupe nobiliaire déjà puissant, aurait donc abouti à un affaiblissement de l'autorité du roi et à des luttes pré-féodales pour le contrôle du pouvoir central. L'existence d'un serment de fidélité exigé par le roi de ses fidèles, caractéristique également de cette proto-féodalisation, n'aurait en revanche pas réussi à compenser leur velléité d'indépendance. Le système de monarchie élective, hérité de l'Empire romain, encourageait les factions nobiliaires, appuyées par des clientèles militaires, à s'embourber dans des luttes continuelles. Les rois wisigoths qui occupèrent le trône au cours du 7e siècle optèrent alternativement pour une politique d'élimination des factions rivales et pour une politique de coexistence et d'alliance. C'est dans ce contexte de guerre civile, pour l'accès au trône après la mort du roi Witiza en 710, que dans la nuit du 27 au 28 avril 711, Tariq, gouverneur de Tanger, débarqua en Espagne avec plusieurs milliers d'hommes. Les Wisigoths allaient devoir faire face à la vague musulmane, qui en ce début de 8e siècle avait déjà submergé la moitié du monde chrétien. Avant de nous intéresser aux premiers affrontements entre le royaume des Wisigoths et le califat omeyyade, étudions tout d'abord la situation militaire de l'époque, et plus particulièrement la composition des armées, leur tactique et leur stratégie. Dans un premier temps, focalisons-nous sur l'état militaire du royaume des Wisigoths. Naturellement, la situation déplorable dans laquelle se trouve l'armée wisigothique ne peut être imputée au bref règne de Roderick, qui vient juste de prendre le pouvoir. Mais il est évident que toutes ces difficultés et contradictions ont culminé sous son règne. Une fois installés en Ibérie et après avoir absorbé les Suèves et expulsé les Byzantins, les Wisigoths n'ont plus eu affaire à des menaces extérieures pendant près de 2 siècles. L'évolution militaire de la péninsule ibérique ne fut donc déterminée que par l'évolution des conflits internes qui ont empoisonné le fonctionnement du royaume. Ces conflits focalisèrent l'attention de la noblesse et de la hiérarchie ecclésiastique étroitement liées. Cela entraîna une dissociation progressive mais constante entre le pouvoir royal, la noblesse et le reste de la société, ce qui causa une dégradation progressive de l'organisation militaire wisigothique. L'absence de menaces et de conflits extérieurs a exacerbé à l'extrême les luttes internes pour le pouvoir. Les efforts mutuels de la noblesse, du roi et du haut clergé pour se neutraliser ont engendré un profond ressentiment et un éloignement croissant du peuple. En théorie, les relations entre le roi et le peuple, en matière militaire, reposaient sur 2 aspects principaux. D'une part, la tradition germanique imposait à chaque noble de recevoir le service de tous les membres de son entourage, liés par un serment de fidélité en échange de sa protection, d'armes et de moyens de subsistance et d'une part du butin. Ainsi, le roi pouvait solliciter l'aide de tous les grands nobles, qui mobilisaient leur entourage, entraînant une mobilisation générale du peuple. D'autre part, il était également prévu que les hommes libres remettaient leurs biens à un grand propriétaire terrien en échange de sa protection et des terres. En retour, ils devaient fournir diverses prestations, parfois de nature militaire. Les monarques wisigoths pouvaient s'appuyer sur l'un ou l'autre de ces fondements, ou sur les deux. Ils disposaient donc d'une base légale pour exiger de leurs sujets qu'ils se mobilisent pour la guerre lorsqu'ils l'ordonnaient. Cela était indispensable, car l'Espagne wisigothique ne possédait pas d'armée permanente, à l'exception de la garde personnelle du roi et de quelques contingents stationnés dans les villes frontalières. Ces garnisons étaient principalement situées dans le nord pour prévenir les incursions des Francs et des Vascons. Toutefois, rien n'indique que dans le sud, une fois les Byzantins chassés, des mesures similaires aient été prises pour prévenir une menace comme celle des musulmans. Ainsi, lorsque les circonstances l'exigeaient, le roi faisait parvenir par l'intermédiaire de ses agents des ordres aux nobles et grands propriétaires hispano-romains pour lever les contingents prévus par la loi et se présenter à un lieu précis à une date déterminée. Cependant, le fait que les lois insistassent fréquemment sur cette obligation tout au long de l'histoire de l'Espagne wisigothique montre bien qu'elle n'était pas systématiquement respectée. Certains nobles ne se présentaient pas, d'autres arrivaient en retard ou à un endroit différent pour éviter le combat, ou encore, ils se présentaient avec moins d'hommes que requis. C'est dans ce contexte qu'est donné l'ordre tragique du roi Chindaswint. En vertu de cet ordre, tous ceux ayant comploté contre les rois précédents furent exécutés, tandis que d'autres furent exilés.
Sans la moindre pitié, leurs femmes, leurs filles et leurs biens furent distribués aux partisans fidèles du roi. Ces massacres et confiscations se prolongèrent une grande partie de son règne. Shin-Daswin parvint pratiquement à éliminer la noblesse wisigothe, hostile à son autorité. Dès lors, seuls subsistèrent les fidèles au roi, qui occupèrent des charges au sein du palais ou des postes de pouvoir dans les provinces, les villes ou l'armée. Cependant, en dehors de ces élites militaires, la majeure partie des troupes se constituait de manière irrégulière et peu efficace. Au 7e siècle, il n'existait pas d'armée de frontière capable de repousser une attaque extérieure. Lorsqu'une incursion se produisait, les chefs militaires locaux, une fois informés, devaient rassembler des forces pour organiser la défense. La pénurie de soldats libres était telle que tout individu présent par hasard dans la région de l'attaque, dans un rayon d'environ 130 km, était obligé de se présenter au chef local et de participer à la défense. Tout homme ayant connaissance de l'attaque devait également se mobiliser, même sans convocation formelle. La pénurie était si critique que le clergé lui-même était soumis au service militaire. Cette insuffisance en effectifs découlait du non-respect fréquent des lois de mobilisation. Cela se manifeste par la récurrence des proclamations de lois exigeant la mobilisation et des décrets royaux insistant sur leur application. De plus, un des aspects les plus marquants de l'armée au 7e siècle était l'absence des classes libres en son sein. À cette époque, la majeure partie des forces militaires provenaient de la noblesse, des grands propriétaires terriens et de leurs esclaves. Cependant, même parmi ces groupes, la fiabilité n'était pas garantie. La loi du roi Égica sur les esclaves fugitifs en témoigne. Elle rapporte que de nombreux esclaves s'étaient enfuis à travers toute l'Espagne. Le but de cette loi était de les récupérer et de les remettre au travail. L'extrême sévérité de cette loi reflète toutefois l'impuissance du roi face à cette situation. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que les rares documents disponibles indiquent un déclin de la loi et de l'ordre à la fin du 7e siècle. Bien que nous ne disposions pas de suffisamment d'éléments pour en identifier précisément les causes, il est clair que le nombre d'hommes libres aptes à intégrer les armées royales était extrêmement faible. En conséquence, la majorité des troupes étaient composées d'esclaves, qui eux aussi tentaient d'échapper au service en fuyant leur maître. Face à une telle situation, le roi Roderick disposait de peu de chances de succès contre les envahisseurs musulmans. Pour rémunérer les soldats mobilisés, le paiement ne se limitait pas à une solde monétaire, mais comprenait également des concessions de terre dont les bénéficiaires devaient reverser une partie des récoltes à leurs mécènes chaque année. La rémunération n'était cependant pas suffisante pour encourager les hommes à aller se battre. En effet, de multiples lois ont été promulguées en ce sens, sans guère de succès. Selon ces textes, tout magnat ne venant pas en aide à une autorité wisigothique attaquée par des étrangers ou des rebelles, à moins de 100 km de sa possession, ou ne répondant pas à l'appel royal, se verrait confisquer ses biens et exilé à la discrétion du roi. Si la personne était un homme libre, non noble, elle serait tondue, recevrait 200 coups de fouet et payerait une amende de 72 sous, étant vendue comme esclave si elle ne disposait pas de cette somme. En vertu de la même législation, tout noble de la cour, et probablement les gouverneurs provinciaux, acceptant des pots de vin pour ne pas envoyer au combat un membre de son entourage qui en avait l'obligation, devrait verser au roi 72 sous et une somme équivalente au quadruple du montant du pot de vin. Ces faits permettent d'imaginer la décomposition sociopolitique de la société wisigothique, et leurs répercussions tant sur les masses populaires que sur le moral et l'efficacité militaire des groupes qui, le cas échéant, devaient rejoindre les armées de leurs seigneurs pour participer au combat. Après avoir exposé les bases sociopolitiques de l'Espagne wisigothique, examinons l'organisation militaire sur laquelle reposait l'intégration et les services de ces forces. L'incorporation au service des armes se faisait par deux procédures, l'appel commun et la somaten. Dans le premier cas, l'appel se faisait à l'initiative du roi, mais seulement dans certaines localités, car il s'agissait d'une mobilisation partielle touchant uniquement les magnats de ces régions. En revanche, la somaten représentait une mobilisation générale, en cas de danger national, et obligeait les hommes ou unités résidant jusqu'à 130 km du lieu de mobilisation à se réunir, comme on en a déjà parlé auparavant. Les combattants intégrés par ces mobilisations étaient répartis entre les deux corps d'armée, la cavalerie et l'infanterie. La première était d'une importance militaire supérieure.
Les unités visigothiques étaient constituées de decanta, centena, quingentena, milena, regroupant des combattants de 10, 100, 500 et 1000 hommes, respectivement. Leurs commandants étaient appelés decanus, centenarius, équivalent des anciens centurions romains, quingentenarius et millenarius. Ceux chargés de la distribution des vivres étaient appelés anonarios. Et lorsqu'il n'y avait plus de combat, d'autres personnages s'occupaient des négociations nommés directement par le roi. Au-dessus des millenarius, dans la hiérarchie militaire, se trouvaient les tiuphalos, qui possédaient des attributions complètes, non seulement en matière de commandement militaire direct, mais aussi sur le plan judiciaire et administratif. À l'échelon supérieur, directement lié au commandement militaire, on trouvait les comes, ou comtes. Les comes spatorium étaient les chefs de la garde personnelle du roi, qui au fil du temps devinrent des titres honorifiques. Les comes exercitum, l'équivalent des anciens tribuns romains, étaient des généraux en chef pour une campagne déterminée. Enfin, les gardingos, ordre immédiatement inférieur aux comes et supérieur aux autres, commandaient, tout comme les comes, les unités de cavalerie, l'arme essentielle. Ils faisaient partie du cortège armé du roi, et avaient des fonctions non seulement militaires, mais aussi politiques et administratives. Leur rôle était primordial, car ils constituaient la base des fidèles du roi. L'armement wisigoth de l'époque combinait des équipements traditionnels et des innovations issues de la collaboration avec les Romains et de l'évolution technologique. Les protections incluaient des casques coniques, des armures en écaille ou en cuir et des protections pour les jambes et les pieds. L'armement offensif comprenait des épées, des lances, des haches, des javelots et des arcs. Les Wisigoths utilisaient également des machines de siège comme le bélier, la baliste, les catapultes et le scorpion. Des étendards, cornes et autres éléments complétaient l'équipement militaire. En complément, les unités de cavalerie étaient équipées de selles, de brides, de mors et d'étriers, indispensables pour la cavalerie lourde, tandis que des étendards et des trompettes servaient de signaux sur le champ de bataille. Comme nous l'avons mentionné en parlant de l'organisation militaire, les soldats wisigoths étaient répartis entre la cavalerie et l'infanterie, la cavalerie étant l'arme la plus importante. Il existe un consensus parmi les historiens sur le rôle majeur de la cavalerie jusqu'à la chute du royaume de Toulouse. Cependant, son rôle a diminué durant les derniers temps du royaume wisigoth, et celle-ci se réduit désormais au groupe de nobles proches de la cour royale. La cavalerie, bien qu'étant la principale force de l'armée, ne pouvait être ni très nombreuse ni permanente, ce qui affectait son efficacité. Les charges de cavalerie étaient l'élément tactique fondamental des Wisigoths. Les cavaliers étaient armés principalement d'épées et de lances, et pouvaient également combattre à pied. En ce qui concerne l'infanterie, elle jouait plusieurs rôles. Tirer à l'arc, la tâche la plus importante, défendre les villes et les forteresses, et soutenir la cavalerie lors des combats, notamment pour anéantir l'infanterie ennemie. Enfin, en termes de tactique, les Wisigoths utilisaient deux lignes de combat. La première, composée de la cavalerie, visait à percer le centre des forces adverses, qui pouvaient être composées de cavalerie ou de formations serrées d'infanterie. La deuxième ligne, formée d'infanterie, plus mal armée et souvent constituée d'esclaves, avait pour rôle de finir le travail en éliminant les groupes ennemis qui auraient été fracturés par les charges répétées de la cavalerie. Lors de l'attaque, les Wisigoths se regroupaient autour de leur roi, ou chef militaire, au centre des formations, un point stratégique dont la préservation était primordiale. Si le centre était perdu, la bataille était considérée comme perdue. En tant que peuple très attaché à son chef, les Wisigoths avaient une confiance totale dans la bravoure de leur roi ou chef militaire. C'est pourquoi le système électif de la monarchie wisigothique favorisait les ambitions des individus, mais cela entraînait souvent des luttes de pouvoir où les plus capables se neutralisaient ou s'éliminaient entre eux, laissant un vide de pouvoir et affaiblissant l'unité du royaume. Concernant la logistique de l'armée des Wisigoths, elle reposait sur les villes et les forteresses. Dans chacune de ces structures, un fonctionnaire appelé erogator anonae était chargé de distribuer les vivres aux troupes, et il était approvisionné par le comte ou un autre fonctionnaire appelé anonae dispensator. Si ces derniers ne fournissaient pas les vivres nécessaires, l'erogator en informait l'officier supérieur, le comes exercitus, qui transmettait l'information au roi. En cas de défaillance d'approvisionnement, le comte et le dispensateur étaient tenus de compenser le manque de vivres à hauteur de 4 fois la quantité due. Ces mêmes règles d'approvisionnement s'appliquaient aux troupes en garnison et à celles en campagne. On le voit donc, l'armée du royaume wisigoth est en piteux état.
Mauvaise organisation, mutinerie, pots de vin, le tout dans un contexte d'affrontement interne. Tout est réuni pour assister à un désastre. En face, c'est une véritable machine de guerre qui se dresse. Le califat omeyyade, qui a englouti les empires perses et byzantins en quelques décennies, traverse la Méditerranée et menace désormais l'Europe. Selon une tradition largement reproduite dans les plus anciens documents de l'islam, Mahomet prétend avoir entendu son appel prophétique à l'âge de 40 ans, 13 ans avant son émigration à Médine. Il serait donc né en 569 et sa vocation aurait eu lieu en 609. Tandis que l'année de son émigration de la Mecque à Médine est réputée être 622 et qu'il serait mort 10 ans plus tard en 632. Comme nous l'avons mentionné, à l'âge de 40 ans, Mahomet commença à prêcher une nouvelle religion, l'islam. Religion qui n'est initialement prise que pour une nouvelle hérésie chrétienne. Pendant 13 ans, il fut un prêcheur persécuté par les autres tribus arabes, qui étaient alors majoritairement polythéistes ou bien pour certaines juives. Mais à partir de ses 53 ans, après avoir dû fuir la Mecque, et jusqu'à sa mort à Médine, à l'âge de 63 ans, il devint un chef militaire, un homme politique actif et un organisateur religieux. Durant cette période, il sema les graines d'une foi qui allait rapidement se répandre. Lors de son exode de la Mecque à Médine en 622, il n'était accompagné que de 100 personnes. Mais 9 ans plus tard, lors de son retour, 10 000 fidèles le suivaient. À sa mort, toute l'Arabie, les Bédouins des déserts et de nombreux néophytes de Perse, Syrie et Mésopotamie lui obéissaient. L'expansion rapide de l'islam ne peut être expliquée simplement. Elle fut en partie alimentée par diverses circonstances extérieures, telles que la décomposition de l'Empire perse, le mécontentement des Égyptiens vis-à-vis de leur maître byzantin, et surtout, l'esprit nationaliste des Arabes, qui trouvèrent dans cette nouvelle foi un facteur de cohésion et un moyen de se projeter vers l'extérieur. Concernant les circonstances internes, il est nécessaire d'examiner la personnalité de Mahomet, qui se présentait prophète et homme politique. Une combinaison difficile à comprendre pour la mentalité moderne, qui sépare généralement la religion des autres aspects de la vie quotidienne. En tant que politicien, Mahomet cherchait à unifier les Arabes, convaincu que cette unité faisait partie de sa mission prophétique, qui ne s'adressait pas seulement aux habitants de la Mecque, mais à l'ensemble des Arabes. Bien qu'il comprît profondément la psychologie de ses compatriotes, il sut exploiter le potentiel des tribus nomades, jusque-là gaspillées dans des razzias et des luttes internes, et les orienter contre un ennemi commun et extérieur, trouvant la solution dans la guerre sainte, qui est l'un des socles de l'islam. La conception islamique de la guerre sainte n'était pas uniquement un phénomène religieux, mais aussi un instrument politique. Mahomet utilisa la vieille tradition des razzias nomades à des fins politico-religieuses. Autrefois, chaque tribu menait des incursions contre d'autres tribus ou familles avec lesquelles elles étaient en conflit. Mahomet insista, surtout dans les dernières années de sa vie, que ceux qui souhaitaient être pleinement alliés à lui devaient se convertir à l'islam et le reconnaître comme prophète. Dès lors, les incursions de ses partisans visaient essentiellement les non-musulmans. D'autre part, les biens meubles capturés lors des expéditions étaient généralement répartis entre les participants. Cependant, lorsque les musulmans commencèrent à conquérir des territoires, ils préférèrent ne pas les diviser entre eux ni adopter un mode de vie agricole. Il était plus efficace de permettre aux cultivateurs locaux de continuer à travailler la terre et de leur imposer un impôt et des tributs. Les revenus ainsi obtenus servant à financer des forces expéditionnaires permanentes. Ainsi, les Arabes purent avancer rapidement et conserver leurs conquêtes. Les citoyens musulmans recevaient un salaire du trésor public, ce qui leur permettait de se consacrer presque entièrement à la guerre. Étant donné que ce salaire pouvait augmenter grâce au butin capturé, ils étaient toujours prêts à entreprendre des expéditions qui promettaient d'être lucratives et guère dangereuses. Les lignes d'expansion des hordes musulmanes se lancèrent dans plusieurs directions. Une vers le nord-est, en suivant la route menant à Samarcande et au-delà. Une autre vers le sud-est, en direction de la vallée de l'Indus. Et enfin la troisième vers l'ouest, le long des côtes du nord de l'Afrique. Cependant, cet avancement ne fut pas continu. Il se produisit par étapes, avec des périodes de calme et de consolidation. Chaque fois que les Arabes se heurtèrent à un obstacle majeur, ou durent résoudre leurs tensions en interne. Examinons plus en détail
la ligne occidentale, qui finalement les mena jusqu'en Espagne. Une fois la Syrie conquise, entre 640 et 642, une expédition fut lancée vers le sud-ouest, permettant la domination arabe sur l'Égypte. Presque immédiatement après, des expéditions exploratoires furent menées le long de la côte jusqu'à la Cyrénaïque et à la Tripolitaine. Une contre-attaque byzantine et des problèmes internes freinèrent l'avancée des Arabes, mais ils réussirent tout de même à fonder la ville de Kairouan en Tunisie en 670. Ils durent à nouveau suspendre leur progression, notamment en raison de la résistance farouche des tribus berbères, tandis que Carthage restait sous contrôle byzantin. Profitant des rivalités entre les tribus berbères, les Arabes parvinrent finalement à établir leur domination sur la Tunisie par la force et à convertir la majorité de ses habitants à l'islam. En 698, les Byzantins furent expulsés de Carthage, et après 700, des contingents arabes et berbères musulmans commencèrent à pénétrer au Maroc actuel. La résistance des berbères sédentaires de ces régions fut écrasée dans le sang, les obligeant à reconnaître la souveraineté arabe et à se convertir à l'islam. Les dernières étapes de l'expansion vers l'Atlantique furent menées par Moussa ben Nusayr, qui soumit le Maghreb entre 704 et 707, atteignant Tanger avant de revenir pour assiéger Ceuta. Une place réputée imprenable, mais qui se rendit finalement. En 708, Moussa fut nommé gouverneur indépendant de l'Ifriqiya, la Tunisie. Il était directement responsable devant le calife de Damas. Massacre, conversion forcée ou bien conversion par intérêt financier, en quelques décennies, l'Afrique du Nord, cœur battant de la chrétienté, avait été submergée par le rouleau compresseur islamique. En à peine 70 ans, ce mouvement politico-religieux né dans les déserts d'Arabie avait conquis un empire s'étendant de l'Afghanistan au Maroc actuel. Toutefois, il convient de préciser que les armées arrivant sur les côtes du sud de l'Espagne n'étaient plus composées uniquement de ces tribus nomades arabes qui avaient initié le mouvement d'expansion. La propagation continue et l'assimilation de nouveaux contingents de population firent qu'à leur arrivée sur les rives de l'Atlantique, une part importante de la force expéditionnaire était composée de berbères, bien que le commandant suprême restait entre les mains des Arabes. Au début, les armées arabes étaient composées de contingents tribaux, regroupés par clans et sous le commandement de leur chef traditionnel. Certaines d'entre elles adoptaient un système de combat similaire à celui des Byzantins et des Perses, ayant servi comme troupes auxiliaires dans leurs armées. Malgré leur faible nombre, en raison de la population limitée de la péninsule arabique, les troupes étaient de moins en moins composées d'Arabes, incorporant des contingents de peuples qu'elles assimilaient. En ce qui concerne le système de combat, les conquêtes arabes portaient la marque des coutumes des Bédouins, notamment les razzias. Celle-ci se basait sur l'observation constante de l'adversaire, la possibilité de mouvements rapides et l'extrême mobilité, visant la surprise. Dans ce contexte, la force de l'armée résidait dans la cavalerie, l'arme principale en bataille. Les méharis, des troupes montées sur des chameaux, occupaient également une place importante. L'infanterie légère musulmane était de grande qualité, non tant en raison de l'efficacité de ses armes que de la motivation de ses hommes au combat. Les archers lançaient des volées continues sur l'ennemi perturbant ses lignes, tandis que les lanciers attendaient pour charger une fois le contact établi ou l'ennemi en retraite. Cependant, il ne faut pas se laisser tromper par une première impression d'improvisation ou de simplicité dans le combat. En réalité, leur confrontation avec les Byzantins leur avait appris à se battre en s'appuyant sur le terrain, en protégeant leurs flancs et leur arrière-garde, par des rivières ou des collines, ce qui jouerait un rôle crucial lors de la bataille de Guadalete. Le combat débutait généralement par les tirs des archers d'infanterie. Lorsque les lignes ennemies vacillaient, la cavalerie attaquait, harcelant l'ennemi avec des flèches et des javelots. Ensuite, au moment décisif, la formation se densifiait et l'attaque était lancée avec sabre et lance. Les méharis, avec leurs lances décorées de banderoles, se mêlaient aux chevaux et leur apparition, accompagnée de leur odeur, déstabilisait la formation de la cavalerie ennemie. Des tambours et des cymbales complétaient la confusion. Le guerrier arabe avait une grande vénération pour ses armes,
qui ne garantissait pas seulement sa survie, mais lui apportait également honneur et gloire. Au début de l'expansion, la péninsule arabique ne possédait que de modestes ateliers. C'est pourquoi les combattants adoptèrent les armes de leurs ennemis, en particulier celles des Perses. Plus tard, avec l'expansion de leur empire, la panoplie se diversifia de plus en plus, et des centres, célèbres tels que Damas ou Le Caire, commencèrent à produire des modèles de fabrication propre. Pour les Arabes, l'arme noble par excellence était l'épée. Initialement droite, elle évolua ensuite vers le cimeterre et le yatagan, des épées courbes caractéristiques des panoplies orientales, connues déjà des Daces et même des Francs. En outre, le sabre, à lame courte, avec une pointe et un tranchant aiguisé, était largement utilisé, surtout lorsqu'il combattait à cheval. La lance, bien que considérée comme une arme moins noble, était également utilisée. Elle possédait une grande variété de pointes fines, solides, pour percer les côtes de mailles, ou larges, pour attaquer les chevaux et les guerriers non protégés. L'arc était une arme célébrée par les poètes arabes, qui lui dédièrent des vers comme « Dieu a préféré les arcs à toutes les autres armes », ou encore des réflexions attribuées aux prophètes. « Si vous gardez un arc chez vous, Dieu préservera votre maison de la pauvreté. Les hommes n'ont jamais manœuvré une autre arme sans reconnaître que l'arc était la meilleure. » Les arcs étaient souvent fabriqués à partir de 2 courbes d'os ou de nerfs d'animaux, bien collés, offrant une plus grande puissance que les arcs simples en bois. Les Arabes adoptèrent très tôt l'arc asiatique. On voit bien ici une nette différence culturelle avec les armées européennes, chez lesquelles l'arc avait un rôle subalterne et était considéré comme l'arme des lâches et l'arme du diable. L'arbalète était utilisée dans l'infanterie et lors des sièges de citadelles. Bien que plus puissante et de plus grande portée, sa lenteur de tir la rendait moins pratique au combat rapide. D'un point de vue défensif, les casques, au départ peu volumineux et de forme conique, sphérique ou ogivale, furent par la suite dotés d'ajouts pour protéger le nez et le visage. Finalement, une pointe fut placée en haut, ainsi qu'un support pour le panache. Ces casques ne suivirent pas l'évolution occidentale vers le masque lourd qui enveloppait la tête et le cou, probablement en raison du climat, mais aussi du grand usage des collerettes, capuchons et couvre-nuques en maille souvent attachés au casque. Les armes défensives, telles que les boucliers, côtes de maille, casques, étaient également très variées. Les peintures perses du XIIIe siècle montrent surtout des boucliers ronds, similaires à ceux des Chinois et des Hindous. Parfois, ces boucliers étaient décorés d'incrustations ou de peintures, comme c'était le cas en Occident, en Byzance ou bien à Venise. Les côtes de mailles arabes et orientales restèrent en usage bien après que l'Occident les abandonna en faveur des armures à pièces forgées. Cependant, il existait des armures pour l'homme et pour le cheval fabriquées avec des éléments de métal plat ou courbés, assemblés de différentes manières. Avant l'attaque en Espagne, l'organisation du califat omeyyade dans le Maghreb était marquée par un contrôle indirect mais efficace, fondé sur une hiérarchie militaire et administrative structurée. À la tête de l'État islamique, le calife omeyyade n'était pas seulement le chef politique, mais également le guide spirituel de l'ensemble de la communauté musulmane. Le calife n'était pas un roi, ni un empereur traditionnel, mais est considéré comme le successeur de Mahomet, un leader religieux et temporel. Sous les Omeyyades, le calife gouvernait depuis Damas, avec une autorité incontestée, bien que de plus en plus de gouverneurs provinciaux, les walis, jouissaient d'une certaine autonomie dans leurs territoires respectifs. Ces gouverneurs sont responsables de la gestion des régions, de la collecte des impôts et du maintien de l'ordre. En termes de hiérarchie militaire, l'armée dans le Maghreb était commandée par un général désigné par le calife, tel que Moussa ibn Nusayr. Il était responsable de la consolidation des territoires et de l'organisation de l'expansion vers l'ouest. L'affrontement avec les Wisigoths en 711 marquera une rencontre entre deux mondes militaires radicalement différents. L'armée wisigothique, bien qu'elle ait été bien équipée avec de solides formations d'infanterie et de cavalerie lourde, semblait moins apte à la flexibilité rapide qui caractérisait l'armée omeyyade. Les Wisigoths, sous le règne du roi Roderick, se retrouvaient face à une armée musulmane non seulement mieux préparée à exploiter les faiblesses de formations statiques,
mais aussi plus diverse dans ses tactiques de guerre. Tandis que l'armée wisigothique se reposait principalement sur des formations serrées et des combats en mêlée, les musulmans privilégiaient des attaques rapides, des manœuvres mobiles et des frappes précises. En définitive, en ce début de 8e siècle, c'est un véritable choc des civilisations qui s'annonce. Après la mort de Mahomet en 632, l'expansion de l'islam connaît un élan fulgurant. Les armées musulmanes, sous les premiers califes, engagent une série de campagnes contre des empires byzantins et perses affaiblis par un siècle de guerre incessante. Les généraux musulmans enchaînent les victoires décisives et les deux empires qui ont dominé la région pendant des siècles s'effondrent. Ces invasions ne se font pas sans atrocités. Massacres de populations civiles, pillage de villes et de campagnes, réduction en esclavage et destruction massive accompagnent l'avancée des forces musulmanes. À partir de 647, les armées musulmanes du califat omeyyade tournent leur attention vers l'Afrique du Nord. Les combats contre les Berbères et les Byzantins sont d'une extrême brutalité. De nombreuses populations locales sont soumises par la terreur, et que ce soit en Égypte ou chez les Berbères, la résistance est écrasée sans pitié. Le général Amr ibn al-As, qui mène la campagne sur la terre des pharaons, qui est alors chrétienne depuis 300 ans, massacre des dizaines de milliers de soldats byzantins et capture et déporte des centaines de milliers de civils pour alimenter les marchés aux esclaves de la péninsule arabique. Les villes tombent une par une. L'option de la conversion forcée s'impose, les populations chrétiennes et juives étant souvent contraintes d'accepter l'islam ou de vivre dans des conditions humiliantes. En quelques décennies, l'Afrique du Nord, l'un des cœurs battants de la chrétienté, est subjuguée et soumise par les envahisseurs musulmans. Moussa ibn Nusayr fut nommé émir du Maghreb par le calife, une région englobant une grande partie de l'Afrique du Nord-Ouest. Le nouveau gouverneur poursuivit la soumission des tribus berbères de l'intérieur désertique, confiant à Tariq ibn Ziyad le commandement des opérations, tandis qu'il retournait à son quartier général dans la ville de Kairouan. Les forces provinciales étaient majoritairement composées de recrues berbères, et le fait de placer ses troupes sous les ordres de Tariq, lui-même berbère, permit de garantir leur loyauté envers le califat omeyyade. En 710, Tariq initia de petites incursions en péninsule ibérique. L'une de ces attaques fut dirigée par l'un de ses officiers, Malik ibn Tarif. Débarquant près de l'actuel Tarifa, avec une force de 100 cavaliers et 400 fantassins, sa mission consistait à explorer l'intérieur des terres, collecter les informations sur les armées de Roderick et identifier des zones de débarquement adaptées à une invasion maritime de plus grande envergure. Sa tâche accomplie, Malik retourna en Afrique. Après avoir rencontré son subordonné, Tariq envoya à Moussa les butins et captifs, accompagnés de renseignements précieux, preuve du succès de la mission de reconnaissance. Plusieurs points importants peuvent être mis en avant. Dans un premier temps, l'importance de Ceuta, ville d'où partirent les forces d'invasion. Dans un deuxième temps, la facilité avec laquelle les musulmans traversèrent le détroit, le débarquement sans opposition sur les côtes, alors qu'à l'époque, la menace des forces musulmanes semblait évidente, compte tenu de leurs ambitions de ne pas limiter leur expansion à l'Afrique du Nord. L'irresponsabilité ou l'ignorance de la situation par la monarchie wisigothe, qui ne déploya pas de force pour couvrir la zone susceptible de voir un débarquement, était flagrant. Et enfin, l'indifférence ou bien l'irresponsabilité ou bien encore l'incompétence des garnisons, s'il y en avait, ou des forces susceptibles de se mobiliser dans les villes concernées, qui ne réagirent pas face aux forces débarquées, somme toute assez limitées, ce qui permit la capture d'un important butin et de prisonniers. Satisfait, Moussa nomma Tariq commandant de l'expédition prévue en Ibérie. En Hispanie, la situation est volatile, et les Visigoths ne sont pas prêts à affronter un ennemi si redoutable et expérimenté. Les circonstances vont largement favoriser les musulmans. Après la mort récente du roi Vitizza, le royaume visigothique entra dans une crise de succession, avec Roderick contrôlant le sud de l'Ibérie, tandis que les régions montagneuses du nord
C'est son rival, Aguila II, qui s'était déclaré roi. Cette guerre civile de faible intensité n'était toutefois que le symptôme de faiblesse plus profonde au sein du royaume wisigothique. Bien que les Wisigoths aient régné de manière indépendante sur l'Ibérie pendant plus de 2 siècles, leur mode de gouvernance restait essentiellement tribal. L'échelle de leur royaume rendait ce système inefficace. Les systèmes féodaux, qui permettraient plus tard à d'autres royaumes de lever efficacement des armées via des vassaux locaux, n'existaient pas encore en Ibérie. Bien que la classe aristocratique terrienne de la période romaine ait en grande partie fusionné avec les conquérants wisigoths pour former une classe dirigeante unifiée, les Wisigoths ethniques, qui constituaient la majorité des guerriers disponibles pour les différents chefs wisigoths, ne représentaient qu'une infime minorité de la population du royaume. L'abandon par le roi Récared, en 589 de l'arianisme, traditionnellement suivi par les Wisigoths, au profit de la foi catholique majoritaire dans son royaume, ainsi que l'abandon de la langue gothique comme langue liturgique, contribuèrent grandement à unifier les Wisigoths et leurs sujets. Cependant, les aristocrates hispano-romains n'avaient pas été une noblesse guerrière, et le royaume manquait de système administratif efficace pour mobiliser sa paysannerie en temps de guerre. En théorie, chaque homme libre du royaume wisigothique était tenu de fournir un service militaire au roi sur demande. Mais cette obligation était due directement au roi, et non à un intermédiaire local plus accessible, ce qui rendait cette exigence facile à ignorer pour la grande majorité de la population en dehors de Tolède et des domaines royaux. Ainsi, alors que le califat omeyyade avait considérablement renforcé son pouvoir grâce à ses conquêtes, au recrutement massif de convertis dans les territoires conquis pour alimenter de nouvelles campagnes et à l'adoption de systèmes administratifs sophistiqués laissés par les Romains et les Perses, la puissance militaire du royaume des Wisigoths n'avait pas fondamentalement évolué par rapport au fonctionnement tribal des armées qui avaient combattu Rome sous Alaric. Son armée était encore largement composée des guerriers personnels des chefs Wisigoths, malgré la population latine bien plus vaste qu'ils gouvernaient. En plus de l'impréparation relative de leurs adversaires, les Arabes disposaient d'un allié précieux, le comte Julien de Ceuta. Il était probablement un gouverneur byzantin ayant changé de loyauté après l'abandon de l'Afrique du Nord par son empire, préférant collaborer plutôt que mener une résistance vouée à l'échec contre les Arabes. Bien qu'il semble avoir aidé en fournissant des navires aux musulmans pour la traversée de la Méditerranée, son rôle exact dans cette histoire reste sujet à débat. Malgré l'importance qui lui est accordée dans des récits ultérieurs, aucune mention ne figure dans la chronique mozarabe de 754, le plus ancien récit connu de l'invasion. Les récits qui présentent Julien comme l'architecte de la conquête du royaume wisigoth entrent également en contradiction avec l'affirmation de la chronique mozarabe, selon laquelle les raids arabes avaient commencé des années avant la conquête, ainsi qu'avec les récits communs des sources chrétiennes ultérieures, qui attribuent l'invasion musulmane à des ennemis de Roderick au sein de l'Ibérie, ayant sollicité et facilité cette intervention. Bien que l'une ou l'autre de ces versions puisse contenir une part de vérité, c'est sans grande importance. Avec l'Afrique du Nord déjà soumise et le désert au sud difficile à traverser et inhospitalier, l'invasion de l'Hispanie par le califat était une quasi-inévitabilité. En avril 711, Tariq quitta Ceuta. La majorité des analystes estiment que les forces qui traversèrent le détroit étaient composées de 7000 guerriers berbères, 900 arabes et une centaine de partisans de Witiza qui servaient de guides et d'interprètes. Pour transporter ces troupes, seuls 4 navires étaient disponibles, ceux utilisés par le comte Julien pour ses activités commerciales avec les ports de la région. Chaque navire pouvait transporter environ 100 hommes et quelques chevaux. Cela signifie qu'environ 400 hommes, accompagnés d'un nombre indéterminé de chevaux, pouvaient être transportés à chaque voyage, nécessitant ainsi une vingtaine de traversées pour acheminer l'ensemble des forces. Si ces traversées se faisaient à raison d'une par jour, il est raisonnable de supposer que toutes les forces musulmanes n'étaient concentrées sur les côtes espagnoles qu'à la mi-mai. Les moyens limités utilisés pour l'invasion, ainsi que le temps nécessaire au transport, soulignent l'inefficacité ou l'absence de toute capacité de renseignement du royaume wisigoth. En effet, une petite flotte de guerre ou des forces de couverture bien informées auraient suffi à contrecarrer l'invasion dès ses débuts.
L'armée musulmane se regroupa dans la zone de débarquement préalablement choisie dans la baie de Gibraltar, déformation de l'arabe Jabal Tariq, ou montagne de Tariq. Sans perdre de temps, Tariq avança vers l'est, le long de la côte, capturant villes et villages avant d'atteindre Malaga, puis se dirigea vers le nord en direction de Cordoue. La nouvelle du débarquement musulman atteignit Cordoue et son gouverneur rassembla rapidement une armée pour s'opposer aux envahisseurs. Ces raids dans le sud restèrent dans un premier temps sans réponse de la part des Wisigoths, ce qui permit à Tariq d'établir une base d'opération sécurisée à l'endroit qui deviendrait plus tard la ville d'Algésiras, à partir de laquelle il put pousser plus profondément en Ibérie. Ils affrontèrent leur premier adversaire peu de temps après, Théodémire, un comte wisigoth détenant de vastes territoires près de Murcie. Avec une force d'environ 1700 hommes, il tenta de retarder les envahisseurs par une série d'escarmouches, tout en envoyant des rapports et des appels à l'aide à Roderick, qui n'eut connaissance de l'invasion musulmane que 2 à 3 semaines plus tard. L'établissement de cette base et l'arrivée de renforts musulmans firent rapidement prendre conscience à Roderick qu'il ne s'agissait pas d'un raid ordinaire. Il entreprit alors de rassembler les forces qu'il pouvait mobiliser à Cordoue, envoyant une avant-garde de cavalerie pour aider Théodémire dans sa résistance et lui ordonnant de se retirer vers le nord pour le rejoindre. Pendant ce temps, Roderick progressait lentement vers le sud, entravé par des problèmes logistiques, par l'arrivée tardive de renforts fournis par des vassaux peu loyaux, et par un manque de discipline parmi les serfs conscrits. Il finit par rejoindre les restes épuisés des forces de Théodémire, leurs effectifs ayant été diminués par une série d'escarmouches menées sur plus d'un mois. Ces affrontements avaient largement favorisé la cavalerie mobile berbère, qui constituait la majorité des forces de Tariq, et qui menait également des raids impitoyables et dévastateurs sur la campagne pour contraindre Roderick à livrer bataille en terrain ouvert. Les troupes de Roderick, qui ont dû parcourir 1000 km pour faire face aux envahisseurs, sont mal équipées, mal organisées et mal formées. En face, chez les musulmans, bien que les Arabes et les Berbères ne formaient en rien une unité raciale ou culturelle, l'euphorie de la victoire et l'enthousiasme religieux des nouveaux convertis à l'islam dissimulaient encore les divergences qui ne tarderaient pas à apparaître entre eux. Les chiffres des forces en présence pour le combat sont très discutés. Les chroniques chrétiennes ultérieures évoquent jusqu'à 187 000 hommes pour l'armée arabo-berbère, un nombre manifestement exagéré. Le chiffre donné par les forces musulmanes dans la chronique mozarabe, 8 000 hommes dans la force initiale de Tariq, renforcés par 5 000 supplémentaires pour atteindre un total d'environ 13 000, est-elle beaucoup plus plausible. Aucun chiffre précis n'est donné pour les forces wisigothiques sous Roderick, si ce n'est un improbable total de 100 000 mentionné dans les chroniques arabes ultérieures. Les défenseurs étaient probablement plus nombreux que les envahisseurs, avec des estimations modernes allant jusqu'à 30 000 hommes au maximum. Toutefois, compte tenu des difficultés mentionnées pour mobiliser ces sujets hispano-romains, un nombre moitié moindre semble déjà optimiste. Un nombre important de soldats était fourni par les nobles dont la fidélité à Roderick est pour le moins douteuse. Mais il semblerait malgré tout que l'hostilité entre des clans wisigoths s'était temporairement dissipée, puisque des partisans du défunt Witiza avaient répondu à l'appel de Roderick pour affronter les envahisseurs musulmans. La chronique mozarabe de 754, bien qu'utile pour son information sur l'histoire et la politique du royaume wisigoth, ne mentionne la bataille de Guadalete que brièvement, et n'élabore guère sur les tactiques employées. Elle indique toutefois clairement que de nombreux chefs tribaux wisigoths n'avaient feint leur soutien à leur roi que pour mieux conduire Roderick à sa chute et s'emparer eux-mêmes du trône. Alors que les récits ultérieurs sont d'une fiabilité discutable, cette idée générale de trahison liée à la chute du royaume reste constante. D'autres chroniques affirment que les Juifs d'Ibérie, grâce à leur lien étroit avec leurs coreligionnaires d'Afrique du Nord, auraient donné des informations aux musulmans afin de renverser les Wisigoths. Ces récits avancent que les Juifs y voyaient une occasion de mettre fin à leur longue souffrance sous les politiques discriminatoires sévères du royaume wisigoth et de son Église, qui depuis 694 autorisait même l'asservissement de tout Juif refusant le baptême. Quoi qu'il en soit, si certains Juifs ont pu voir en l'arrivée des musulmans en Hispanie une libération, leurs espoirs furent sûrement déçus
quand on constate le traitement réservé aux populations non musulmanes vivant sous le joug de l'islam. Nous en avons déjà parlé, les combats des Arabes contre les Byzantins leur avaient enseigné à se battre en fonction du terrain, en protégeant leurs flancs par des rivières et des collines, et à ne pas se reposer uniquement sur leur cavalerie. Pour cela, ils ont mis à profit le temps que leurs ennemis ont dû consacrer à leur déplacement et au recrutement de leur armée. Ainsi, les musulmans choisirent une colline près du village de Casablanca, non loin d'Arcos de la Frontera, à l'est du fleuve Guadalete, avec leur flanc ouest soutenu par la rivière, ce qui leur apportera plusieurs avantages. Premièrement, l'approvisionnement en eau, essentiel pendant la chaleur de ce mois de juillet 711. Deuxièmement, un flanc protégé par la rivière. Troisièmement, le soleil dans le dos, tandis que les Visigoths l'auraient dans les yeux. Quatrièmement, la possibilité de surveiller la direction de progression de ces derniers. Cinquièmement, l'obligation pour les Visigoths d'attaquer en montée, ce qui leur imposerait un effort supplémentaire. Et enfin, une maximisation du potentiel de leur infanterie légère, principalement composée d'archers. Du côté des Visigoths, comme nous le verrons, ils restèrent fidèles à leur méthode habituelle de combat, à savoir l'utilisation principale de la cavalerie et l'attaque par le centre. Évidemment, cette approche était simpliste, probablement utile face à un ennemi similaire ou lors de révoltes nobiliaires ou successorales, mais inadaptée face à un ennemi nouveau et probablement mal connu. Ainsi, leur tactique ne reposait pas sur une étude du terrain. Les Visigoths auraient pu neutraliser l'avantage des musulmans en isolant l'ennemi de sa ligne de ravitaillement ou en l'attaquant par leur flanc est. Il est également possible qu'ils se soient lancés dans la bataille sans connaître suffisamment leur ennemi, n'ayant pas d'informations sur sa manière de combattre, puisque sauf pour quelques escarmouches menées par Théodémire, c'était la première fois qu'ils se retrouvaient face à lui en force. Ils ne prirent pas non plus en compte l'état physique et moral de leurs troupes, épuisées par une marche de 1000 km, et pour certaines, probablement recrutées de manière forcée. Ils n'ont pas non plus su exploiter pleinement le temps dont ils disposaient pour étudier la situation. Les Visigoths étant sur leur propre territoire avec l'avantage des forces, des ravitaillements et du temps, tandis que les musulmans étaient sur un terrain ennemi, loin de leur base logistique, avec le temps contre eux. Le roi Roderick pécha sans doute par excès de confiance en lui-même et en ses forces. Il pensa probablement que sa cavalerie traditionnelle suffirait à déterminer l'issue de la bataille, ou que sa supériorité numérique serait suffisante pour vaincre son ennemi. Ajoutons à cela son désir de remporter une victoire rapide pour renforcer sa position sur le trône et gagner la confiance de ses sujets. Ainsi, à l'aube de la bataille, Roderick avait divisé ses forces loyales en 2 contingents. Le plus grand formant le centre de l'avant-garde, tandis qu'un détachement plus petit était maintenu en réserve. Derrière ces défenseurs lourdement armés, équipés de haches et d'épées, se tenaient les levés, mal équipés, qu'il avait rassemblés autour de Tolède et pendant son regroupement à Cordoue. Ces troupes, composées d'esclaves et de serfs, étaient particulièrement mal préparées, Roderick n'ayant pas eu le temps de les équiper ou de les entraîner avant l'engagement. Sur les ailes se trouvaient les forces des chefs alliés, dont beaucoup étaient d'une loyauté douteuse, ainsi que la maigre cavalerie du royaume, considérablement réduite après les pertes subies durant la retraite de Théodémire. De son côté, Tariq, s'il disposait de troupes légèrement moins nombreuses, n'avait que peu de préoccupations concernant le moral ou la loyauté de ses troupes. Bien que la majorité des guerriers arabes venus de Syrie pour conquérir l'Afrique du Nord sont soit retournés chez eux, soit restés avec Moussa, Tariq pouvait compter sur un contingent solide de cavalerie arabe lourdement équipée au centre de son armée, avec de l'infanterie arabe et berbère derrière eux. La majorité de ses forces était composée de cavalerie légère berbère positionnée sur les ailes et en arrière-garde. Les récits varient, mais plusieurs d'entre eux insistent sur l'excès de confiance du roi Roderick et sur sa précipitation à résoudre une situation qu'il pensait facile. L'armée des Visigoths aperçut les musulmans le 19 juillet. Selon la plupart des sources, la bataille dura plusieurs jours, du 19 au 26, au cours desquels se produisirent de nombreuses escarmouches, attaques et contre-attaques. Roderick arriva sur le champ de bataille face à un ennemi retranché sur les hauteurs d'une colline, prêt à recevoir l'attaque. Constatant que l'ennemi ne faisait aucun mouvement et n'avait pas l'intention de se retirer,
Roderick ordonna l'attaque frontale, en comptant sur sa supériorité numérique et la force de sa cavalerie lourde. Le déploiement initial, selon la tradition des Wisigoths, devait être celui d'une cavalerie formée en plusieurs lignes profondes, généralement de 6 à 8, suivie de l'infanterie pour soutenir l'attaque. La cavalerie chargea en montant la colline, espérant écraser les musulmans, qui les attendaient formés devant la palissade de leur campement. La réponse des musulmans fut de lancer une pluie de flèches qui s'abattit sur les chevaux et les cavaliers. Les Wisigoths reçurent cette première salve alors qu'ils étaient encore à une certaine distance de la première ligne musulmane, probablement entre 90 et 100 mètres. Les archers eurent probablement le temps de lancer une deuxième, voire une troisième volée de flèches sur les Wisigoths stupéfaits. La confusion fut accentuée par l'attaque descendante des lanciers musulmans. Tous ces éléments ensemble contraignirent la cavalerie wisigothe à faire demi-tour après un bref et brutal engagement et à se replier vers leur arrière-garde, heurtant leur infanterie qui progressait derrière eux. Sans espace pour manœuvrer, le désordre fut total et les pertes nombreuses. Lors de l'attaque suivante, Roderick tenta probablement de changer de tactique en envoyant l'infanterie en avant, mais en gardant le même plan que la fois précédente, une action frontale, en comptant sur sa supériorité numérique, sans manœuvrer sur les flancs, montant la colline avec le soleil de face, mais avec un inconvénient majeur par rapport à la veille. La vitesse de progression de sa première ligne était plus lente, car elle était constituée de troupes à pied. Il est probable que la réponse musulmane fut la même que la journée précédente. Les archers infligèrent de nombreuses pertes, mais cette fois avec la possibilité de lancer un plus grand nombre de salves, grâce à la lenteur de l'infanterie, et ensuite, les lanciers attaquèrent à nouveau depuis leur position dominante. Les combats furent acharnés, mais probablement encore une fois à l'avantage des envahisseurs. Lors de l'ultime engagement, un chef wisigoth tué tôt dans la charge semble avoir été pris à tort pour Roderick, ce qui déclencha une rumeur de la mort du roi. Cette rumeur accéléra la panique et les désertions dans une armée déjà peu cohérente. Certaines sources prétendent que la cavalerie wisigothe commandée par l'évêque Oppa, un frère ou demi-frère de Vitizza, fit défection au profit de Tariq, dans le cadre d'un complot préalablement arrangé. Bien que ce récit soit douteux, il est clair que de nombreuses troupes abandonnèrent Roderick au moment où la bataille tournait en défaveur des Wisigoths. Une déroute générale s'ensuivit lorsque les levées se brisèrent, et la cavalerie berbère chargea sur les flancs pour traquer les soldats en fuite. Bien que les forces personnelles de Roderick opposèrent une défense farouche malgré leurs lignes rompues, infligeant des pertes significatives à leurs assaillants, la rumeur prématurée de la mort du roi se révéla bientôt exacte. Roderick, ainsi qu'une grande partie de la noblesse wisigothe, furent tués au terme de cette bataille acharnée. Près de 3000 hommes, soit près d'un quart des forces musulmanes, tombèrent lors de la bataille, mais les pertes furent bien plus lourdes du côté des Wisigoths. Le dénouement, bien que connu, reste profondément tragique. Le 26 juillet, le dernier affrontement eut lieu. L'armée des Wisigoths, épuisée, décimée et accablée par les erreurs tactiques de ses chefs, succomba face aux troupes musulmanes, et avec elle, son roi, qui s'éteignit sur le champ de bataille. Après la défaite du Guadalete, certaines sources avancent que des fidèles du roi récupérèrent son corps et le transportèrent jusqu'à la ville lusitanienne de Viseu. Ce fait est soutenu par la découverte d'une plaque dans une église de cette ville à la moitié du IXe siècle. Dans un ancien sarcophage, on pouvait lire une inscription latine qui disait « Ici repose Roderick, dernier roi des Wisigoths ». Cependant, ce n'est pas seulement le roi qui disparaît sur les rives du Guadalete. C'est aussi le rêve d'une Hispanie chrétienne unifiée. Les envahisseurs musulmans ne comptent pas s'arrêter au sud de la péninsule. L'arrêt de mort du royaume wisigoth vient d'être signé. Après la défaite du roi Roderick lors de la bataille de Guadalete, la monarchie wisigothique ne disposait plus de forces suffisantes, à la fois en termes de nombre et d'organisation, pour s'opposer efficacement à l'avancée de l'armée musulmane. C'est à partir de ce moment que les envahisseurs ont commencé à exploiter pleinement leur victoire. Suivant les conseils du comte Julien, Tariq ibn Ziyad divise ses forces en plusieurs groupes. Il sépare ses troupes en deux, flanquées de forces auxiliaires pour sécuriser leur avancée et prévenir une éventuelle contre-attaque wisigothique.
Tariq avait deux objectifs principaux. Le premier, que l'on pourrait qualifier d'opérationnel, était Cordoue, située à 50 km d'Essira. Cette ville, capitale de la Bétique, constituait un passage stratégique vers l'intérieur de la péninsule. Elle était également le dernier refuge possible des restes de l'armée visigothique vaincue à Guadalete. Le second objectif, d'ordre politico-stratégique, était Tolède, la capitale du royaume wisigoth. Sa capture aurait un impact psychologique majeur sur la population hispano-visigothique et affirmerait l'autorité des nouveaux conquérants. De petites unités d'envahisseurs sont également envoyées vers Malaga et Grenade, afin d'établir une présence minimale qui serait renforcée ultérieurement lorsque les circonstances et les ressources le permettraient. À ce moment-là de la conquête, les musulmans ne disposaient pas d'effectifs suffisants pour assiéger de manière efficace ces villes, même en prenant en considération l'éventuel ralliement de Visigoths du clan de Vitizza et de troupes juives. La colonne qui prend la direction de Cordoue est composée de 700 cavaliers. Ces forces paraissent bien modestes pour conquérir une ville aussi importante que Cordoue. En raison de son poids politique et de son rôle de dernier bastion avant Tolède, on aurait pu s'attendre à une défense farouche. Cependant, ce ne fut pas le cas. Il ne restait ni force militaire, ni nobles, ni population prête, volontaire pour se battre. Les seuls défenseurs étaient des groupes locaux dirigés par leur chef, qui, faute d'informations et de temps pour fuir, opposèrent une résistance aussi acharnée qu'inutile. L'archevêque Rada raconte que les musulmans arrivèrent près de Cordoue. Un affrontement eut lieu dans un faubourg nommé Segunda. Un berger leur révéla que les principaux dirigeants de la ville avaient fui vers Tolède, laissant sur place le gouverneur et seulement 400 cavaliers. Le berger indiqua également que la ville, bien protégée par ses murailles, n'était vulnérable que près du pont, où un pan du mur était détruit. Sous le couvert de la nuit, les envahisseurs escaladèrent la muraille à l'endroit indiqué. Après avoir tué les sentinelles, ils forcèrent les verrous des portes et pénétrèrent dans la ville. Le gouverneur et ses hommes se réfugièrent derrière les murs de la citadelle. Un bref siège de l'édifice poussa les derniers résistants à se rendre, et tous les défenseurs de la citadelle seront massacrés par les musulmans. La route de Tolède est désormais ouverte. Tandis que le sort de Cordoue est en passe d'être réglé, le gros des forces musulmanes se dirigea vers Tolède. La force principale, commandée par Tariq, traversa les 500 km qui la séparaient de Tolède sans incident majeur, et les rares poches de résistance furent rapidement éliminées. La panique générale poussait les Visigoths à fuir et à se réfugier dans leur capitale. Deux scénarios se présentaient aux Visigoths. D'une part, ils pourraient rassembler les fugitifs et organiser une force capable d'affronter les envahisseurs avant leur arrivée à Tolède. D'autre part, en cas d'échec ou d'impréparation, ils pourraient se retrancher derrière les solides murailles de la ville pour résister à un siège prolongé. Tariq, conscient de ces possibilités, comprit que la rapidité était cruciale pour empêcher les Visigoths de se réorganiser sous un nouveau commandement. En arrivant à Tolède, les fortifications impressionnèrent les assaillants, dépourvus de moyens pour un assaut direct. Les sources restent silencieuses sur les détails de la prise de la ville. Mais certains récits rapportent que les Juifs, alliés des musulmans, prirent d'assaut une porte, tuèrent sa garnison et permirent ainsi l'entrée des troupes musulmanes. Tolède fut conquise sans grande résistance, probablement le 11 novembre 711, jour de la Saint-Martin, soit 5 mois après le débarquement musulman en Espagne et 3 mois après la bataille de Guadalete. Si les traîtres Visigoths qui avaient aidé la progression des musulmans pensaient pouvoir récupérer le trône royal, leur espoir fut rapidement déçu. Tariq proclama la souveraineté du calife de Damas sur la péninsule. Comme le dit Pedro Calderón de la Barca, un poète espagnol du XVIIe siècle, « Une fois la trahison accomplie, on n'a plus besoin du traître ». Cette décision fut confirmée par Moussa ben Nusayr et le calife de Damas. Ainsi débuta la domination musulmane en Espagne, sous la gouvernance d'émirs dépendant du calife. Tariq lui-même étant probablement le premier jusqu'à l'arrivée de Moussa en 712. Après avoir sécurisé la capitale avec une garnison et confié sa gestion aux Juifs en récompense de leur coopération lors de la capture de la ville, le chef musulman Tariq
quitta Tolède pour poursuivre l'occupation du plus grand territoire possible. Depuis Tolède, il se dirigea vers Guadalajara, puis traversa la cordillère centrale en passant par Buitrago et Montejo de Licera, jusqu'à atteindre Osma, dans la province de la Soria. En franchissant les vallées du Duero et de l'Arlanza, il traversa Tordomar, en suivant la route qui menait à la Cantabrie. Finalement, il atteignit Amaya, une forteresse presque inexpugnable située au nord de l'actuelle province de Burgos, où s'étaient réfugiés de nombreux fugitifs de Tolède. Tariq mit le siège devant la place forte, qui dut se rendre, occasionnant une grande mortalité parmi les Goths et un riche butin pour les musulmans. Depuis Amaya, les musulmans descendirent pour emprunter la voie qui depuis Saragosse conduisait à Astorga. Ils pénétrèrent ainsi dans l'ancienne capitale des Astures, également très fortifiée. C'est de cette ville que Tariq retourna à Tolède à l'été 712, alors que son supérieur, Moussa, venait de débarquer en Espagne afin de renforcer une armée qui combattait depuis 1 an, et avait occupé une vaste étendue de territoire, et devait maintenant consolider sa domination sur l'immense espace péninsulaire encore à conquérir. Ainsi, à l'été 712, Moussa débarqua à Algésiras, à la tête d'une armée dont les effectifs varient selon les sources, entre 12 000 et 18 000 soldats. Ces sources racontent que Moussa, un arabe, ne voulait pas laisser la gloire de la conquête à un berbère comme Tariq. Ce mépris pour les autres ethnies, bien qu'elles aient adopté la religion musulmane, se retrouve dans toutes les régions de l'Empire islamique, et les conflits internes qui en résulteront seront l'une des causes de la chute du califat omeyyade. À partir de ce moment, il semble que Moussa ait pris le commandement de toutes les troupes musulmanes en Espagne. Tariq cessant d'être le principal représentant du pouvoir islamique pour laisser la place à Moussa, qui devint le deuxième émir de l'Espagne dépendant de Damas. Comme l'axe central de la péninsule avait déjà été parcouru et occupé par Tariq, Moussa choisit de progresser plus à l'ouest. Il passa la vallée du Guadalquivir à celle de Guadiana, puis à celle du Tage, avant de finalement rejoindre Tolède. Sa progression ne fut pas une simple promenade militaire, car il dut conquérir de nombreuses villes, et parfois même en reconquérir certaines qui s'étaient rebellées après avoir été soumises. Depuis Algésiras, Moussa prit les villes d'Alcalá de Guadaira et de Medina Sidonia. Il atteignit ensuite Carmona, qui fut prise par la ruse, avant de se diriger vers Séville. La population sévillane refusa de se rendre et prépara sa défense. La résistance dura plusieurs mois, avant que Moussa ne prenne la ville d'assaut, qui finit par tomber sous son contrôle. Une fois la ville capturée, Moussa confia ici aussi la gestion de la ville aux Juifs. Après la prise de Séville, Moussa poursuivit sa conquête de la péninsule en s'aventurant en Lusitanie. Il fit un détour considérable en passant par Faro et Beja pour atteindre Mérida, qui se préparait au siège. La résistance y dura de nombreux mois, si bien que Séville se souleva à son tour. Moussa envoya immédiatement son fils, Abdelaziz, réprimer cette révolte, pendant les longs mois où Moussa assiégeait Mérida. La rébellion est rapidement écrasée, puis Mérida se rendit aux troupes de Moussa après de durs combats en juin 713. 1 mois après la capture de Mérida, Moussa se dirige vers Tolède pour rejoindre Tariq. Une fois les deux armées réunies, Moussa prit immédiatement le commandement de toutes les forces d'invasion, confirmant ainsi la conquête de l'Espagne au nom du calife de Damas. Après une hivernation à Tolède, Moussa partit en direction de l'Algarve portugais, prenant possession de villes comme Huelva, Faro et Beja, avant d'entrer à Lisbonne. Ainsi, après avoir assuré le sud, l'ouest et le centre de la péninsule, une campagne vers le nord-est fut probablement lancée dans les mêmes périodes. Les forces combinées de Moussa et Tariq prirent Saragosse. La ville ne s'étant pas rendue spontanément, il l'incendie en partie, fait crucifier les hommes et massacrer les enfants, tandis que les femmes sont réduites en esclavage. Lors de cette campagne vers Saragosse, Moussa et Tariq semèrent délibérément la terreur, afin d'éviter toute résistance future et de paralyser une éventuelle résistance de la population. Leur politique brutale porta ses fruits. Après la prise de Saragosse, Moussa parcourut la région d'Aragon pendant que les forces de Tariq envahissaient la Catalogne. Il attaque et soumet les villes de Huesca, Barbastro,
Lérida, Tarragone, Barcelone et enfin Gérone. La résistance de Tarragone est si tenace qu'après sa conquête, les musulmans massacrent toute la population qui avait survécu au siège et ravagent la ville, détruisant de nombreuses églises et monuments. Moussa, une fois la région de Saragosse sécurisée, se dirigea vers le nord-ouest, où il profite de la trahison du noble Goth, Cassius, qui se soumit aux envahisseurs et se convertit à l'islam. Sa descendance, les Banu Qassi, joueront un rôle clé face aux futurs royaumes chrétiens d'Aragon et de Navarre. La conquête de l'Espagne par les musulmans fut d'une brutalité sans nom. Si dans certains cas, comme à Mérida, un accord de capitulation a garanti aux habitants la préservation de leur vie et de leurs biens, ainsi que la possibilité de continuer à pratiquer leur culte, l'invasion musulmane fut implacable et cruelle. Les années qui suivent la conquête, la majorité des villes et des régions traumatisées par les violences survenues à Saragosse et déstabilisées par l'absence d'une autorité centrale, se soumettent aux musulmans par des accords similaires de capitulation. Les termes de ces accords varient largement en fonction des circonstances. Dans certains cas, les structures locales de gouvernance sont maintenues, certains biens préservés et une liberté religieuse minimale est accordée. Dans d'autres cas, comme à Mérida, la reddition s'accompagne de la confiscation totale des biens. Des accords similaires sont également conclus avec des seigneurs locaux qui, bien que n'ayant pas de titre comtal, exercent leur autorité sur de vastes territoires dépourvus de grandes villes. En échange de leur fidélité, ces seigneurs conservent leurs propriétés. En revanche, les villes qui choisissent de résister subissent une répression féroce. Elles sont incendiées, leurs églises détruites et leur population massacrée ou réduite en esclavage, afin de dissuader toute autre tentative de résistance. Les hommes sont généralement exécutés, souvent par crucifixion, tandis que les femmes et les enfants sont réduits en esclavage, ces derniers étant convertis de force à l'islam. Dans les campagnes, les hommes et les jeunes qui échappent à la mort sont contraints de travailler comme esclaves sur leurs anciennes terres, désormais au service de leur nouveau maître. Convoqués par le calife Al-Walid qui veut les voir immédiatement à Damas, Tariq et Moussa prennent la route de l'Orient. En passant par Séville, Moussa nomma son fils Abdelaziz gouverneur de l'Espagne. Comme c'est parfois le cas des vainqueurs, cette histoire se termina tragiquement, et ni Moussa ni Tariq ne profitèrent longtemps des fruits de leur succès. En 715, ils avaient achevé la conquête initiale de la péninsule, submergeant les terres des Basques et les territoires septentrionaux contrôlés par Aguila, qui disparut des archives historiques, rendant sa supposée collaboration avec les Arabes peu probable. De la même manière que Moussa avait pris le pouvoir en Afrique du Nord après la disgrâce politique de son prédécesseur, Tariq et Moussa, désormais en conflit l'un avec l'autre pour le butin et la gloire de la conquête, prélude à de futures tensions entre Arabes et Berbères, arrivèrent à Damas, où régnait encore un calife Al-Walid, alors malade et vieillissant. À leur arrivée, ils trouvèrent le calife sur son lit de mort, son frère, Sulayman, exerçant déjà le pouvoir en tant que souverain par intérim. En proie à une succession tumultueuse, Sulayman ordonna à Moussa de retarder son entrée triomphale à Damas jusqu'au décès d'Al-Walid, afin qu'il puisse inaugurer son règne en s'attribuant une partie de la gloire de la conquête. Moussa refusa cependant l'ordre de Sulayman, entrant à Damas et dédiant sa victoire ainsi que les richesses conquises à Al-Walid. Ce geste ne fit rien pour apaiser Sulayman. Comme on pouvait s'y attendre, à la mort d'Al-Walid moins d'une semaine plus tard, les conséquences furent immédiates. Tariq et Moussa furent dépouillés de leurs richesses, puis disgraciés et publiquement humiliés en tant que traîtres. Pendant ce temps, Abdelaziz, le fils de Moussa, établit sa capitale à Séville, et suivant la politique de pacte avec les élites vaincues mise en place par ses prédécesseurs, il se maria avec la veuve du roi Roderick, la reine Aiguilona. Avec l'arrivée de nouveaux berbères en provenance d'Afrique du Nord, animés par le désir de fortune et prêts à s'engager dans les troupes musulmanes, le nouvel émir poursuivit la consolidation du territoire de la péninsule, achevant l'annexion de l'Asturie, entreprise précédemment par son père lors de la campagne du Nord-Est. Le mandat du fils de Moussa ne dura que 2 ans. Pendant cette période,
Malgré ses victoires militaires et le soutien des Berbères, sa manière de gouverner et sa politique fiscale engendrèrent de fréquents affrontements et intrigues contre son pouvoir, alimentés par la noblesse arabe. Cette opposition aboutit en mars 716 à l'assassinat d'Abd-al-Aziz, alors qu'il présidait la prière coranique dans l'ancienne église de Santa Rutina, devenue une mosquée. Il semble que cet assassinat ait été ordonné par le calife Sulayman, probablement pour se venger de l'attitude de son père. La mort d'Abd-al-Aziz marqua la fin de la phase de conquête et d'occupation, un processus qui s'était déroulé en à peine 5 ans, lors duquel, à l'exception de quelques résistances ponctuelles, la plupart des prises se firent sans affrontement majeur. Cependant, malgré les renforts successifs de combattants, la totalité de la péninsule ibérique n'avait pas été conquise ni occupée. Une vaste zone, couvrant surtout le nord-ouest, restait pratiquement inaccessible aux musulmans. Et il existait probablement des régions isolées dans le reste du territoire qui n'étaient pas entièrement soumises. Néanmoins, on peut affirmer qu'en substance, l'unité organisationnelle du pays disparue après l'effondrement du pouvoir wisigoth avait été restaurée. Une administration avait été mise en place, soutenue par une force militaire couvrant presque toute la péninsule. Et le contrôle effectif exercé par l'autorité musulmane centrale était probablement supérieur à celui des derniers rois wisigoths. Si certaines régions montagneuses du nord de la péninsule échappent au contrôle musulman et que la résistance peu à peu s'y organise, les envahisseurs regardent déjà au-delà des Pyrénées. La Septimanie est leur prochaine cible, puis ce sera l'Aquitaine, et pourquoi pas la Gaule tout entière qui passerait sous la férule musulmane. Cependant, chez les Francs, on ne l'entend pas de cette oreille. On selle les chevaux, on aiguise les épées, et on se prépare au combat. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui participent au développement de la chaîne, et à bientôt pour le prochain épisode.